Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. On est ensemble pour 1h30 à peu près pour débriefer le Grand Prix du Japon qui s'est déroulé hier matin à Suzuka, remporté par Max Verstappen devant Lando Norris et Oscar Piastri. Une course pas très animée, mais un week-end où il y a quand même pas mal de choses à dire et puis pas mal d'enseignements à tirer. Alors c'est vrai que c'était assez tôt, je ne sais pas si tout le monde s'est levé, mais si vous avez regardé en différé, dans tous les cas, vous avez pu suivre aussi sur Next Gen Auto. Et on va en faire le bilan ce soir, tous les trois, avec Franck. Ça va, Franck ? Salut, écoutez, oui, ravi de vous retrouver après une petite semaine, après le dernier débriefing. Et voilà, c'était un Grand Prix du Japon. Voilà, vous êtes levé, peut-être que le réveil est sonné trop tôt, vous êtes rendormi pendant le Grand Prix, on vous en voudra pas, c'est vrai que c'était pas la course du siècle, clairement. Par contre, un vainqueur inattendu, qui aurait pu croire que, on aurait pu dire que Max Verstappen était un vainqueur inattendu. Donc voilà, et puis McLaren derrière, et puis pas mal de choses effectivement à dire sur un petit peu tout le monde. On va aborder les choses point par point, étape par étape, comme d'habitude dans l'émission. Exactement. Comme on le fait habituellement dans l'ordre de la course. Et aussi Alex avec nous pour débriefer. Ça va, Alex ? Ça va très bien. Effectivement, on n'a clairement pas vu le Grand Prix de la décennie. En revanche, on a peut-être vu une des performances de la décennie de la part de Verstappen. Et on va tous lui tirer notre chapeau et dire à quel point il a montré qu'il était sans doute le meilleur sur la grille ce week-end. Et oui, on va tous lui tirer notre chapeau, même moi qui suis normalement pas des plus dithyrambiques. Non, c'est faux en plus. J'ai longtemps été critique, mais j'ai jamais été négatif évidemment ou jamais de mauvaise foi sur son niveau. Et de nouveau, c'est vrai que Max Verstappen nous a fait un des week-ends dont il a le secret. Avec une pole position qu'il allait chercher pour 12 millièmes devant Lando Norris, qui a joué clairement son rôle sur la victoire qu'il a remportée hier matin, puisque le Grand Prix n'a pas été très animé en termes de dépassement, on l'a dit. Mais effectivement, c'était un week-end qui a commencé difficilement et qu'il a construit tout au long des séances pour avoir une voiture de plus en plus performante et qu'il a su parfaitement mener samedi et dimanche. Alors c'est vrai que c'était inattendu, on s'imaginait après le Grand Prix de Chine que plutôt Verstappen allait tenter de jouer le podium, mais que c'est quand même un circuit sur lequel il est performant mais qu'il n'irait pas plus loin. Est-ce que toi Franck, tu t'imaginais qu'il puisse à ce point-là jouer la victoire, et surtout même après la pole, est-ce que tu pensais qu'il allait tenir son rang le dimanche ? Alors, jouer la pole, c'est vrai que c'était inattendu. Après, Red Bull est sorti une grosse réunion technique quand même à Milton Keynes, dont on parlera peut-être avec aussi l'arrivée de Yuki Tsunoda juste après avoir évoqué le cas Verstappen. Donc pas mal de choses ont été remises à plat. D'ailleurs, il y a un excellent article sur le site que je vous invite à lire qui a été publié ce matin, où tout a été passé en revue. Verstappen a exigé que tout le monde soit là en présentiel, parce que la visio ça va bien 5 minutes, mais quand il faut parler des choses qui fâchent, il faut que tout le monde soit là. Donc c'était un peu l'exigence de Max Verstappen pour lui-même sacrifier entre guillemets le temps qu'il voulait passer à Monaco pour venir pour cette réunion. Donc ils ont remis beaucoup de choses à plat pendant cette réunion, trouvé des nouvelles astuces, méthodes de réglage, puisque ils ont bien annoncé qu'ils avaient vraiment tout chamboulé, tout bouleversé en termes de réglage pour arriver finalement à un compromis qui semblait plutôt intéressant, même si on a entendu Max Verstappen des mauvais jours de temps en temps pendant les séances d'essais libres avec du manque d'adhérence, ce genre de choses. C'était quand même largement suffisant pour effectivement aller battre les McLaren, et les deux McLaren étaient certes très proches, mais comme tu l'as dit, la surprise c'est que derrière en course ça a pas bougé. Et l'explication vient peut-être aussi de l'asphalte, clairement. Pirelli l'a dit, c'est qu'en fait ils ont pu attaquer tout le temps, donc il n'y avait pas vraiment eu de gestion de pneus comme on pouvait le croire. Donc du coup Max a pu garder effectivement sa position sans trop forcer. C'est vrai qu'on s'attendait tous à ce que ses pneus flanchent avant ceux des McLaren, et puis au final pas du tout, parce que après le problème c'est que Suzuka est un tel circuit d'aéro que vous vous rapprochez à moins d'une seconde de la voiture devant, vous prenez tout l'air sale, donc du coup vous surchauffez les pneus parce que vous avez moins de grippe à l'avant, donc vous sous-virez, donc c'est vraiment pas idéal. Donc voilà, au point que d'ailleurs que Alonso a comparé un peu Suzuka à Monaco, ce qui est quand même dans le genre inattendu, pas mal comme comparaison. Mais voilà, il fallait effectivement se placer en pole position, il fallait effectivement être bien placé sur la grille de départ pour pouvoir jouer la course. C'était pas forcément attendu à ce niveau, à ce point-là, puisque le top 10 est quasiment équivalent entre la qualification et la course, à part Hamilton et Hadjar qui changent leur position. À l'arrivée, c'est à peu près ce qui s'est passé.
Donc voilà, mais bon, il fallait quand même trouver les bons réglages, il fallait assurer derrière la course, et Max a su très bien la gérer. Je pense pas qu'il était extrêmement menacé non plus derrière, je pense qu'il en avait encore un peu sous le pied. Et puis et voilà, donc un grand coup de chapeau pour Red Bull et Verstappen pour avoir su renverser la situation par rapport aux 2 premières courses qui étaient quand même assez moyennes. Il avait certes limité les dégâts, mais c'était assez moyen. De là à le voir jouer effectivement la victoire, personne ne l'avait vu, franchement. En tout cas, nous 3, je crois que dans nos pronostics, personne n'avait mis, même pas sur le podium, je crois. Donc bravo à Red Bull, ce qui nous prouve encore que cette saison, elle est remplie de surprises. Sur 3 courses, on a 3 vainqueurs différents, donc voilà. Andiamo. Même 4 avec Hamilton. Ouais, mais le Andiamo était un peu provocateur. Ouais. Non, effectivement, 12 millième, là, on a clairement une victoire de Max Verstappen sur sa Max Verstappen 21, hein, quoi. C'est ce qu'on peut dire. Et c'est souvent chez Red Bull le vendredi, ils sont vraiment perdus, ils débloquent de la perf le samedi. Et le dimanche, je pense que c'est dans les tours, le tour qu'il a fait samedi, c'est des tours du même acabit que Hamilton à Singapour, voire certains l'ont comparé à Tour de Senna à Monte-Carlo en 88, mais en tout cas, on n'est pas très très loin. Ce qui veut dire aussi que McLaren, on en reparlera, a quand même sûrement gaspillé une pole, il y avait moyen d'aller la chercher, donc c'est aussi en raison de ça. Non, je pense qu'on peut tous être fans de ce Verstappen-là, outsider, qui a le couteau entre les dents, qui fait tout très bien. Alors, tu as parlé de l'asphalte, c'est vrai, il a fait aussi moins chaud que prévu à Suzuka, ce qui a aidé beaucoup Red Bull à contenir sa surchauffe des gommes, qui était quand même un des points faibles depuis le début de l'année. Voilà, donc là, on se retrouve avec un Max Verstappen à 1 point de Lando Norris, c'est-à-dire qu'il a absolument rien laissé sur la table, alors que il y avait beaucoup d'espace encore sur la table de McLaren. Voilà, donc on est en train de se dire, on sait qu'en Espagne, la règle sur les ailerons flexibles a changé, ça pourrait affecter McLaren. On est en train de se dire que voilà, Verstappen est un candidat beaucoup plus sérieux au titre qu'on pouvait le penser encore il y a une course. À voir si ça tient quand même toute l'année, parce que c'est ce qu'a dit aussi Stella aujourd'hui. Sur la longueur d'une année, il reste encore 21 courses. Quand vous avez la 3e ou 4e meilleure voiture sur le Grand Prix, vous ne pouvez pas faire de miracle. Et Verstappen n'en a pas fait à Shanghai où il a fini 4e. En tout cas, ça fait du bien d'avoir ce pilote-là, ce monstre-là. Hein, et malheureusement, on ne peut que lui donner raison lorsqu'il dit que dans une McLaren, on n'aurait plus revu. On va voir si ça convient à son style de pilotage. Mais c'est sûr qu'on se dit que voilà, s'il est à 1 point des McLaren dans une Red Bull, c'est peut-être que ni Norris ni Piastri ne sont pas à sa hauteur. Et bon, on n'a peut-être pas besoin non plus de cette course pour le savoir. Oula, Emmanuel va se chauffer là. Alors non, je suis d'accord avec le fait que Norris et Piastri sont pas à hauteur de Verstappen. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'est à la hauteur de Verstappen là-dessus. Je suis totalement d'accord. Je suis même d'accord avec Christian Horner. Du coup, ça me fait un peu mal, mais je pense que c'est vrai. Oh putain, oui. Toutefois, je mets un peu de relativisme là-dedans. C'est-à-dire que pour moi, dire que la Red Bull ce week-end était la 3e ou 4e force du plateau est faux. Non, je dis généralement, j'ai pas dit. Ouais, non, mais en fait, c'est parce que ça a été dit par Alonso aussi, qui a dit que pour lui, Verstappen faisait exactement ce que lui avait fait en 2012. Il a évidemment ramené un peu la couverture à lui, ce qui est normal. J'ai juste, non, c'est pas une pièce dans le jukebox, il est 0, t'inquiète pas. C'est juste qu'à mon avis, je pense qu'il faut pas oublier qu'en F1, une voiture est capable de ce que le meilleur pilote en fait. Alors certes, chez Red Bull, on sait qu'il y a un problème au niveau de la gestion de la deuxième voiture. On sait que c'est compliqué que le deuxième pilote arrive à trouver les mêmes limites que Verstappen. C'est compliqué parce que notamment Verstappen arrive à faire rouler cette voiture très bas en termes de réglage. Donc il a un meilleur appui tout en n'ayant pas de pénalisation au niveau de la manière dont les suspensions sont réglées et tout ça, même si en début de week-end souvent il s'en plaint. Et ça lui fait un petit avantage. Néanmoins, je pense que la voiture vaut largement mieux que ce que Tsunoda en a fait. En plus, il l'a découvert à Suzuka, donc c'est quand même pas facile. Il l'a vécu dans le simulateur. Il a dit en plus vendredi que le simulateur était assez différent de la voiture, ce qui montre que la corrélation chez Red Bull n'est pas tout à fait bonne. Et je pense voilà que alors oui, Verstappen est excellent. Je pense qu'il tire 100% de la voiture, mais en Formule 1, personne ne tire 110% d'une voiture. On tire 100%. Donc aujourd'hui, à l'instant T de ce week-end-là, en tout cas, je pense que la Red Bull était la 2e force du plateau. Le fait que les équipes soient incapables de la faire fonctionner sur 2 modèles différents, ça c'est son problème. Mais pour moi, la Red Bull valait mieux que la Ferrari et mieux que la Mercedes ce week-end. Ce qui n'empêche pas que Verstappen a fait un meilleur travail selon moi que Norris et Piastri, puisqu'il n'a rien laissé sur la table et a battu les McLaren en qualif. Et qui, je pense, était un peu plus rapide, effectivement, normalement, sur un tour. Donc là-dessus, il a pris des points. Je pense que chez McLaren, on en reparlera après, la seule différence, c'est qu'ils sont pas pressés parce qu'effectivement, eux ont une voiture qui performe partout. Ils savent que Red Bull, c'est pas le cas.
Là, malgré tout, avec l'ADN de la RB21, on sait qu'un circuit comme Suzuka, c'est vraiment le circuit où ça va bien pour lui, enfin pour elle et pour Verstappen, avec des virages rapides et malgré tout un équilibre qui est capable de trouver Verstappen, que ne sont pas capables forcément les autres pilotes. Donc voilà, c'est mon petit... Après, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je pense que la Red Bull ce week-end, en tout cas, était vraiment meilleure que la Ferrari et la Mercedes. Oui, on sent qu'ils ont progressé. Ouais, mais c'est toujours difficile de dire la Red Bull, parce que c'est vrai que c'est tellement différent vis-à-vis des deux pilotes, c'est la Red Bull dans les mains de Max Verstappen. Ouais. Après, Yuki Tsunoda n'était pas loin vendredi, pour y découvrir vraiment la voiture. Il était à 3/10 après, si je me trompe pas. Ouais. Bon, alors c'est vrai que les séances ont été un petit peu perturbées par les drapeaux rouges et les feux de broussailles, enfin d'herbe, sur les bas-côtés. Donc c'est vrai que ça a pas aidé non plus. Il fallait bien un truc un peu spécial au Japon, un peu improbable. C'était ça, du coup. Mais voilà, Tsunoda a quand même bien démarré. Et puis, après, effectivement, il a expliqué un petit peu plus aujourd'hui qu'il avait plutôt orienté ses réglages vers l'hypothèse d'une course sous la pluie, donc avec un peu plus d'appui que Max. Plus une erreur en qualification, c'est vrai que du coup ça lui coûte sa course, quoi. Entre les mauvais réglages plutôt axés pluie et l'erreur en qualif qui le remet à la 15e position, donc la 14e après la pénalité de Sainz. C'était pas évident, mais j'ai plus envie de voir et de croire au Tsunoda du vendredi que ce qu'on en a vu le samedi et le dimanche. Donc c'est d'ailleurs pour ça que personne vraiment ne l'a condamné évidemment chez Red Bull, parce que quand même ça a démarré d'un bon pied. Alors il y a l'effet Japon, il y a l'effet fan à domicile, il y a l'effet nouveauté toujours, voilà, qui fait que il y a un peu d'engouement. Il va falloir effectivement confirmer maintenant sur des circuits qui sont différents, comme Bahreïn ou Jeddah qui arrivent. Mais voilà, en tout cas c'est beaucoup plus prometteur que ce qu'avait montré Lawson, ça c'est clair. Oui. Et peut-être effectivement plus prometteur que ce que montrait Perez l'an dernier. Donc il y aura peut-être pas de deuxième voiture au niveau de Verstappen chez Red Bull, mais une deuxième voiture qui peut jouer de temps en temps des bons points. Et peut-être aider sur la stratégie. Oui, je pense que ça c'est quelque chose qui serait enfin bienvenu dans l'équipe, quoi. Mais du coup, tu veux dire qu'en mettant un pilote qui a 4 saisons de F1 derrière lui, c'est mieux qu'avec un pilote qui a 11 courses derrière lui? On se demande qui aurait pu prédire ça quand même. Je sais pas, écoute, je suis pas directeur d'équipe de F1 et je ne comprends pas comment tu arrives à tirer une telle conclusion en fait. Je sais pas, je sais pas, sur F1 Major, ils en disent quoi quand tu mets... Ah Tsunoda est mieux noté, clairement. D'accord, ok. Bon, faudrait peut-être leur donner F1 Manager. Non, mais c'est vrai que oui, nous en fait, on en a parlé tout l'hiver et on comprenait pas trop quand même le choix de Red Bull, c'est d'avoir mis Lawson, et effectivement ça se confirme qu'un pilote comme Tsunoda, qui en plus a pas trop de complexe en termes de confiance, ça fonctionne bien. Moi je suis convaincu que ça va marcher correctement sur la suite des Grands Prix. En tout cas c'est tout bon pour Yuki, parce que si Yuki vraiment arrive à performer au niveau de Max ou pas très loin, non seulement il sauve sa saison, mais il sauve surtout même sa carrière, parce que ça veut dire que ça y est, on va vraiment le sortir du clan Honda, parce que l'an prochain Red Bull ne sera plus avec Honda, et ça sera vraiment un pilote Red Bull, et puis on arrêtera effectivement d'associer la carrière de Tsunoda avec Honda. Donc c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter en tout cas. Et si Red Bull fait un choix qui est incompréhensible, ce qui peut arriver aussi avec leur lutte de pouvoir, au moins il aura pour lui d'avoir lutté contre Verstappen, d'avoir pas été ridiculisé s'il arrive à faire une bonne saison, et forcément ça va attirer aussi les convoitises dans des équipes, alors certes de milieu de grille, mais pourquoi pas, quoi. Donc effectivement je pense qu'il a été calme, il a été confiant. Voilà, après je vois Mathieu dans le chat qui dit 0 erreur de pilotage de la part de Max avec la pression des McLaren derrière, c'est fort, évidemment. Ça pour moi c'est le gros point fort de Verstappen depuis son freinage dernière chicane, il est incroyable. Ouais. Ça a signé la pole, c'est vraiment... Ah oui. Non, puis il fait jamais d'erreur, en fait. Il sait trouver cette limite, il sait l'appliquer pendant toute une course et ne pas faire d'erreur. Là où des Hamilton ou Schumacher avaient peut-être plus tendance à en faire quand ils étaient dans des saisons un peu plus compliquées, lui, c'est vrai que c'est peut-être son plus gros point fort, selon moi. En tout cas, voilà, donc c'est vrai que ça a été un Grand Prix. C'est bien pour Honda, en tout cas, que Red Bull arrive à gagner avec les couleurs en plus de la RA 272. Puisque c'était dommage. Ça nous fait une belle miniature à acheter, ça, tous les deux. Exactement, une miniature de Verstappen, mais bon, ça arrive. Ce serait pas la première. Moi, j'achète tous les ans, donc. Moi, j'en ai pas beaucoup. J'ai celle de 2021, la Red Bull blanche déjà, donc ça fera 2. Ah. Et puis voilà, mais non, effectivement, ça fait une très belle livrée, et puis très belle victoire surtout, quoi qu'il arrive. Et c'est le
première fois depuis 2013 qu'on a 3 vainqueurs en 3 courses différentes, 3 vainqueurs différentes en 3 courses en début de saison. Donc 3 vainqueurs et demi en 3 courses et demi. J'enlève les sprints parce que j'aime pas les compter dans les stats, ça fout le bordel. Ouais. Mais c'est vrai que du coup on a 4 vainqueurs en 4 courses. Et les 6 premiers au départ étaient les 6 premiers à l'arrivée. C'est seulement la 5e fois que ça arrive. Les 3 premières, c'était Monaco 2018, Singapour 2018, Monaco 2024, donc que des circuits urbains. La 4e, Grand Prix de Belgique 2021. Donc, ça veut bien dire que c'est la première fois, en fait, sur un circuit permanent que on a les 6 premiers au départ qui sont les 6 premiers dans le même ordre d'arrivée. Et encore, voilà, si Hamilton n'avait pas dépassé Hadjar, voilà, on aurait eu. Donc, ça veut pas dire que ça n'a rien passé. Ouais. Là, je parlais que des 6 premiers, en tout cas, qui étaient les mêmes, mais c'est vraiment bon. Ça veut pas dire c'était fondamentalement. Il faut pas confondre un Grand Prix ennuyé et un mauvais Grand Prix. Ça n'enlève rien à la performance des pilotes. Ils étaient à fond. Verstappen 2024, il aurait fini 3 minutes derrière Verstappen 2025. Ça veut dire c'était un rim de dingue. Bien sûr, avec le nouvel asphalte. Donc, il y a eu des suspens, des voitures qui sont tenues en 3 secondes. Mais c'est un point aussi, je crois, que soulève Manu, c'est que si on a des qualifs serrés, ça veut dire des courses où on a du mal à se doubler. C'est mathématique, puisqu'il y a tellement peu d'écart de performance entre les voitures. Là, il fallait être à moins de 4 dixièmes et encore dans les Nord de Suzuka pour espérer doubler. Voilà. Gris serré, ça veut dire aussi voitures qui ont du mal à se dépasser, à moins d'avoir des décalages stratégiques, etc. Et là, on n'a pas eu ça du tout, non plus. Donc, à part Hamilton qui était en rupture. D'ailleurs, on peut l'évoquer, c'est-à-dire le fait qu'il commence à avoir un appel pour des pneus quand même plus tendres, ou en tout cas que Pirelli choisisse des pneus plus tendres pour provoquer un deuxième arrêt. On sait qu'on va avoir un deuxième arrêt obligatoire à Monaco pour ça. Ce qu'il faudrait pas maintenant imposer, soit une sélection de pneus drastiquement plus tendres, puisque de toute façon Pirelli les a dans sa gamme, il pourrait les nominer, et puis ou alors imposer un deuxième arrêt, parce que c'est vrai que là on est quasiment certain maintenant qu'on peut faire un arrêt obligatoire. On évoque aussi peut-être aussi un retour à une vitesse limite dans les stands beaucoup plus élevée, histoire de pouvoir favoriser un deuxième arrêt. Ça, bof. Ouais, ça me paraît con. La sécurité. Et après, il a fait moins chaud, donc moins dur de pneus aussi. C'était un des facteurs, mais bon, voilà. C'est ça qui les a le plus surpris. Après, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens qui disaient c'est dommage le manque de dépassement et tout. Avec ces F1 on peut pas dépasser, mais c'est faux. Les F1 sont très bien taillés pour dépasser. Il y a du dirty air, mais il y en a toujours eu, même en 2022, même en 2023. Il y a des gens qui ont cru que c'était disparu, c'est pas le cas. C'est une Formule 1, donc forcément c'est ce qu'on appelle une open wheeler, donc c'est-à-dire les roues découvertes. Donc ça provoque des turbulences. Là-dessus il y a pas de doute. Néanmoins, ces voitures-là sont très bonnes pour dépasser, on le voit sur certains circuits. Mais c'est le problème, c'est que on a des handicaps de développement et un plafond budgétaire pour resserrer, faire une convergence rapide des performances pour avoir un plateau serré et des surprises en termes de classement. Malheureusement, c'est incompatible littéralement avec des dépassements en piste. Alors ça n'empêche pas les dépassements parce qu'on a le DRS et que certains circuits sont très bien taillés pour ça avec des longues lignes droites et des gros freinages au bout. Mais on ne peut pas avoir l'un et l'autre. C'est-à-dire que si on avait des gros écarts en qualif, ce qu'on verra sûrement l'an prochain, et des gros écarts de performance, on reverra beaucoup de dépassements en course parce que quand on arrive derrière une voiture qui a 1,5 seconde de moins que soi, c'est plus facile de dépasser. Mais là, même ceux qui sont plus rapides, ils sont plus rapides de 3 dixièmes, 4 dixièmes, et c'est pas suffisant pour déclencher un dépassement facile en tout cas, et spécialement sur un circuit comme Suzuka où en plus on a enlevé la zone de DRS après Spoon, et je trouve que c'est peut-être une bêtise parce que ça rapprochait avant le 130 R. Mais le 130 R est lui aussi un problème parce que malgré tout, si on arrive trop près dedans, j'ai vu une data comme quoi Norris était obligé de lever le pied quand il était trop près de Verstappen dans le 130 R et qu'il perdait 20% d'accélération, je crois, donc c'était quand même pas rien. Effectivement, plus d'écart entre les pneus pourrait être aussi une solution, mais le problème c'est que ça fait quand même mettre des pneus durs, très très durs du coup. Et ça revient même problème. Il va y avoir un petit gap, je sais pas sur quel Grand Prix c'est, je sais pas si c'est sur Jeddah d'ailleurs, où il y aura un saut de gap entre deux composés. C'est genre 1, 3, 4 je crois. Non, c'est ça. Ou 3... 2, 3, 5, je sais plus. C'est ça, il y aura un saut, mais bon, je suis pas certain que ce soit suffisant pour... Il avait déjà fait l'an dernier, je crois. C'est ça, pour... Non, il faudrait grosso modo... Enfin, carrément plutôt vraiment shifter sur quelque chose de globalement plus tendre, quoi. Surtout que cette année on va avoir un super tendre entre guillemets voilà, donc peut-être mettre le tendre là où on avait le médium avant, quoi. Oui, et puis voilà, c'était Suzuka, c'est quand même un circuit énorme charge aéro. À Bahreïn, je pense que ça va dépasser. Ça va être très différent à Bahreïn, et inversement, on va retrouver après Jeddah où les dépassements seront un peu plus compliqués pour d'évidentes raisons et parce que c'est beaucoup de virages. Oui, mais là, comme on aura 10 safety cars. Oui, c'est ça.
Bon, à Jeddah, si tu joues un peu à la Verstappen Hamilton comme en 2021, ça peut être très sympa aussi, les dépassements. Tu veux dire break testé à 300 km/h au milieu de ligne droite Exactement. Non, mais on a dit du bien de Verstappen. Essayons de dire que du bien de Verstappen. Pardon, alors n'abordons pas 2021. Ah, c'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'on a refait cette Abu Dhabi 2021 en live? Ah, si vous voulez, si vous voulez me voir. Après, je prendrai un médicament contre l'hypertension, ça ira bien, mais c'est vrai que ça peut être marrant à revivre. 2021 reviendra toujours de façon. Voilà, Abu Dhabi 2021, il y est pour rien, Verstappen. Non, c'est vrai, il est pour rien. Ah bah non. C'est vrai, c'est une course où il est à peu près, il est clean. Fermons la parenthèse. Fermons cette parenthèse. Et parlons d'autres choses qui fâchent avec McLaren. Non, je rigole. Non, en plus, McLaren fait quand même un beau résultat d'ensemble. Alors, je pense justement, je voulais y venir tout à l'heure, qu'à mon avis, la deuxième et la troisième place de Piastri ont satisfait Stella et Brown parce que finalement, ils font le paquet de points en termes de constructeurs, ils marquent 33 points. Et les deux pilotes restent quand même dans la lutte pour le titre face à un Verstappen qui lui aura une moins bonne voiture. Donc je pense que la bonne opération est quand même du côté de McLaren ce week-end. Mais effectivement, alors il y a cette question de dire est-ce que ils auraient dû inverser les positions ou est-ce que ça n'aurait rien changé, que c'était une bonne idée. Je vous donnerai mon avis après. Je vais commencer par l'avis d'Alex à ce sujet. C'est clairement pas facile comme choix. Moi, je comprends le choix qui a été fait. Il y a des raisons de ne pas être d'accord et je pense qu'il y a beaucoup aussi de bonnes raisons de ne pas être d'accord. Je pense pas que Piastri était fondamentalement plus rapide que Norris. Et puis il a quand même fini derrière lui en qualif. Alors voilà, moi je pense que McLaren avait aussi les données pour comprendre que Piastri n'était pas fondamentalement plus rapide. D'ailleurs, sinon il aurait quand même aussi réussi à doubler. Donc non, moi, je comprends le choix qui a été fait plutôt conservateur de McLaren. On pourra reparler de la stratégie, là, il y aurait peut-être plus à redire. Mais sur le fait de geler comme ça les positions, bon, j'ai ni été ravi ni scandalisé en tout cas. Franck ? Non, moi ils ont totalement raison. Je vois pas pourquoi Piastri aurait réussi là où Norris n'a pas réussi. Il se serait retrouvé dans les mêmes problèmes que Norris derrière la Red Bull. Il aurait aussi lui-même eu à subir l'air sale. Il a pas soudainement gagné presque une seconde au tour par rapport à Norris pour pouvoir le faire. Sinon, il aurait été beaucoup plus assistant, je pense. Et puis, comme de toute façon tout le monde n'était pas du tout à l'économie de gomme sur ce deuxième relais, Verstappen aurait simplement pu attaquer un peu plus devant. Il a attaqué juste ce qui était nécessaire pour rester hors de portée du DRS de Norris. Honnêtement, je pense qu'ils avaient vraiment les données chez McLaren pour comprendre que ça pouvait pas passer. Après, peut-être pour la beauté du geste, on aurait pu dire d'y aller. Là, pour le coup, si Verstappen se serait planté, un petit freinage loupé ou autre chose, il serait passé. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est-à-dire qu'il est pas passé à la régulière, mais il est passé parce que Verstappen, c'est un peu foiré. C'est toujours un peu délicat après pour l'autre pilote. Et je peux comprendre qu'en tout cas, en début de saison, on n'a pas envie de les froisser aussi tous les deux. Voilà, c'est que bon, ça s'est retrouvé comme ça. Honnêtement, Piastri s'en est pas plus plein que ça non plus. Oui, c'est vrai. Je pense qu'ils savaient tous les deux que c'était vraiment à la limite, que ça pouvait pas vraiment passer à la régulière comme ça, quoi. D'ailleurs, eux-mêmes, ça passait pas. Derrière eux, c'est pas passé non plus. Sur ce coup-là, je voyais pas vraiment ce qu'il y avait de plus à faire. On aurait vu Verstappen en délicatesse avec ses gommes devant, je dis pas, mais c'était très loin d'être le cas. Donc non, oui, pas de polémique là-dessus. Eh ben, on ne va pas débattre parce que je suis totalement d'accord. Moi, c'est pareil. Pour moi, en fait, je vois dans le chat des gens qui disent que Piastri aurait pu tenter des trucs derrière Verstappen. Non, parce qu'en fait, il y avait 1 à 2 dixièmes, 3 dixièmes maximum sur certains tours entre les deux McLaren. Et encore une fois, ça n'aurait absolument rien changé. Il n'a pas répété 50 fois qu'il voulait passer. Il a dit 2 fois à la radio, on l'a entendu, mais je pense qu'il l'a pas dit beaucoup plus, qu'il était plus rapide. Mais il savait très bien qu'il était pas. Enfin, après, il le dit parce qu'il sait qu'il peut trouver une solution. Enfin, en tout cas, il sait que ça peut être sa chance de passer et que derrière, il peut y avoir quelque chose à Verstappen. Et effectivement, ça peut être une victoire qui se profile ou quoi. Mais je pense qu'au fond de lui, vu ce qu'il en dit après la course, Piastri savait très bien qu'il n'aurait pas pu faire beaucoup mieux. De toute façon, il n'a pas pu passer Norris non plus. Faut oublier qu'il y avait un delta à un moment, quand Norris a eu des moments des pneus un peu moins efficaces. Il y avait un delta 3-4 dixièmes au tour. Il lui est bien revenu dessus. Une fois derrière, il est resté bloqué. Donc il sait que ça n'aurait pas été plus facile avec Verstappen. Parce que Verstappen, non seulement il faut le ramarrer, mais ensuite il faut le dépasser. Et Verstappen, c'est pas quelqu'un qu'on dépasse comme ça. On sait très bien qu'il aurait fermé la porte dans tous les sens. Et Piastri ne serait jamais passé. Donc, alors, oui. Pas du mal. Effectivement, ça aurait donné l'impression d'avoir un peu plus d'action, mais
au fond, ça n'aurait rien changé et voilà, ils auraient dû remettre les pilotes dans le même ordre à la fin, sauf s'il y avait eu un truc avec Verstappen et auquel cas ça aurait été une injustice pour Norris, puisqu'il a quand même été devant en qualif et devant toute la course. Donc, au final, ouais, moi je pense que c'est une très bonne décision de la part de McLaren qui ménage ces deux pilotes, qui a vu que Piastri n'était pas trop en colère. Et qui surtout s'assure de faire une bonne razzia de points au championnat, et c'est l'essentiel, quoi. Ils ont, au bout de 3 courses seulement, ils ont 36 points d'avance sur Mercedes, 61 points d'avance sur l'équipe Max Verstappen, et sur Ferrari a 76 points de retard sur McLaren. Donc ça chiffre très très lourd. En revanche, c'est la stratégie. Je pense que j'ai quand même l'impression que McLaren aurait dû remporter cette course, un petit peu comme. Parce qu'ils avaient quand même 2 contre 1, il y avait moyen de jouer. Quand on voit ce qu'a fait Antonelli en prolongeant le premier relais, c'était peut-être là l'occasion de créer un gap, un différentiel au niveau des pneus. Donc évidemment, c'est plus facile avec le recul. Et voilà, Piastri s'est arrêté un tour avant Verstappen, l'undercut n'était pas assez puissant, mais il y avait peut-être un overcut à aller chercher. C'est Norris qui a publiquement critiqué, en tout cas, qu'il y a des doutes sur la stratégie de son équipe, sans les scandaliser. Il a dit voilà, on aurait peut-être faire un peu plus, on avait 2 voitures contre une et on n'a peut-être pas assez profité. Donc peut-être que maintenant McLaren a une stratégie trop conservatrice. Puis arrêter Norris en même temps. Perdre, parce que de toute façon Piastri aurait fini 3e devant Leclerc. Donc il y avait des choses à tenter. Et on a l'impression que McLaren n'a pas tenté vraiment assez de choses. Comme arrêter Norris en même temps que Verstappen, effectivement, on aurait pu essayer de le laisser en piste un peu plus longtemps, le voir taper un peu plus dans ses pneus, pour essayer de tenter quelque chose aussi. C'est vrai que ils ont été un peu plus critiqués en fait là-dessus, sur le fait de pas effectivement pousser Red Bull à la faute sur la stratégie, que sur l'inversion de position. Après, bon, voilà, j'en pareil, avec le recul, on peut faire beaucoup de choses. C'est vrai que l'undercut avait pas l'air extrêmement puissant au départ. Pour d'autres équipes, ça a mieux marché, donc c'était un peu kiff-kiff, en fait, j'ai l'impression. Peut-être qu'effectivement, aussi à pas vouloir faire passer Norris derrière Piastri. Ouais. On n'a pas voulu non plus le garder en piste trop longtemps. Après, on aurait pu très bien dire à Piastri, on tente un truc avec Norris, de prolonger et tout ça. Si ça passe pas, tu lui rends la place. Là, ça par contre, ça aurait été effectivement beaucoup plus intelligent, je pense. On a l'impression. Pardon. Non, voilà. Donc, je pense que effectivement, c'était le seul truc intelligent qui aurait pu être effectivement tenté, c'était un overcut de Norris, tenter de voir si ça pouvait avoir une seconde vie dans les pneus, pouvoir effectivement essayer de se créer un petit écart. Et si ça passe pas, on l'explique à Piastri, on lui dit voilà, on a tenté ça pour essayer de passer Verstappen, ça a pas marché. Merci de lui redonner sa 2e place. Voilà. Peut-être là-dessus, on peut critiquer. On a l'impression que c'est un peu traumatisé par la Hongrie de l'an dernier, qui veulent pas vraiment faire trop de différentiel de stratégie entre les pilotes, de peur de devoir gérer encore ces situations-là. Ouais. Après, c'est vrai que l'undercut sur une piste avec des pneus durs, sur une piste qui est froide, c'est difficile. Et l'overcut ne fonctionnait pas non plus, puisque les pilotes qui sortaient en pneus durs étaient malgré tout plus rapides de peu, mais c'était 2 dixièmes à peu près de mieux que leur dernier tour, je crois que c'était ça. Donc en fait, c'était tellement serré et c'était tellement transparent le passage des médiums usés aux durs neufs que pour moi, il n'y avait absolument aucune chance qu'une stratégie des décalés fonctionne. En fait, c'est presque... il aurait fallu partir avec un autre train de pneus, mais bon, après, ça change complètement la physionomie de la course. Et effectivement, je pense qu'ils sont traumatisés par la Hongrie l'an dernier, mais au-delà du fait de devoir gérer 2 jeunes pilotes qui ont été un peu de mauvaise foi chacun de leur côté l'an dernier, ça, à la limite, je pense que depuis, ça a été géré. C'est aussi que, en termes d'image, c'était désastreux, parce que là, tout le monde dit c'est mou et tout ça, mais au final, ils sont 2e et 3e, et en fin d'année, on oubliera qu'ils ont pas gagné ce Grand Prix, parce qu'ils font un double podium. Encore une fois, c'est un très bon résultat. Derrière un Verstappen qui, on le sait, est un excellent pilote, et que du coup, on sait que c'est quand même compliqué de le battre quand il est dans cette forme-là, et quand il a une voiture aussi bonne, je le maintiens. Et du coup, ils ont assuré le coup. Et en fait, je pense que stratégiquement, il n'y avait vraiment pas de possibilité, parce que même s'ils avaient... en fait, le risque de prolonger le relais à la Antonelli, c'était d'avoir quand même une fin de relais, premier relais moins bonne. Et du coup, ils se seraient retrouvés un peu en difficulté et au moment de faire les derniers tours, en fait, avec le premier train de pneus. Donc pour moi, ils ont assuré le coup, parce que mine de rien, au moment des arrêts, c'était pas impossible non plus que ça tourne mal et se retrouver derrière une Ferrari ou une Mercedes. Donc je pense que c'est vraiment un coup d'assurer le maximum de résultats. Ils savent que la saison est longue, ils savent qu'ils ont la meilleure voiture, et surtout, je maintiens, ils savent que derrière, toute l'année, ils n'auront pas la même voiture qui sera la meilleure derrière eux. Et en tout cas sur le début de saison, on va dire, au moins jusqu'à la 9e course. Et du coup, des points, ils vont en reprendre à Verstappen, fatalement. Donc s'ils font le boulot, mais ça, les pilotes ont l'air de le faire. Donc pour moi, il n'y a pas trop de soucis.
Après, oui, effectivement, Norris, on peut parler de deux choses. Je vois dans le chat, ça en parle un peu. Moi, je voulais en parler aussi de cette sortie des stands. Voilà, la première, c'est la sortie des stands. Alors là, déjà, on peut dire juste La réalisation, bravo. oui, On a bien vu l'arrêt de Charles Leclerc, ça. juste quand même dire une chose, c'est quand même c'est l'équipe B mécanique de Verstappen qui change ses roues et du coup prend un peu de retard. D'ailleurs, il se foire sur le réglage de l'aileron avant que Verstappen avait demandé. Donc du coup, c'est pour ça qu'effectivement Norris se retrouve à la hauteur de Verstappen au bout des stands. Après voilà, je te laisse dérouler ce que tu voulais dérouler. Non, effectivement, oui, déjà, c'est vrai que c'est un arrêt en 3 secondes. Alors 3 secondes 3. Et McLaren le fait en 2 secondes 3. Horner a osé dire leur arrêt était pas terrible non plus. Donc bah déjà, tais-toi, en fait, c'était quand même 1 seconde de mieux que le vôtre. C'est quand même, sur 3 secondes, c'est beaucoup. Et effectivement, Verstappen sort quand même très bien. Norris arrive à faire, je sais pas si c'est une question de passage de vitesse, mais il prend vraiment plus de vitesse que Verstappen. Ou si c'est le fait qu'il le fasse plus sur la ligne. Alors par contre, il tente un truc complètement débile qui est de passer avec 2 roues dans l'herbe. En plus, ça aurait pu mal tourner parce qu'on se c'est rappelle. un bon carton, dans le mur, hein. Bah, Ouais, oui. il a failli se mettre dans le mur et on se rappelle que Ça, il a failli refaire un podium. en Australie en 2019, Ricciardo tente un passage dans l'herbe comme ça et il y a une bosse et il défonce son aileron avant, donc il s'en sort vraiment très bien. Et ensuite, effectivement, venir dire à la radio que c'est de la faute de Verstappen, etc. Là, c'est totalement grotesque puisque Verstappen n'a absolument rien fait. Il bouge pas de sa ligne, il est devant tout le temps, puisqu'en fait, quand Norris place son accélération, Verstappen a sa roue arrière qui est devant la roue avant de Norris. Et vraiment, il n'y a aucun moment où Norris est devant ou même à hauteur, quoi. Donc, je vois pas trop pourquoi il se plaint. Bon, après, cela dit, à la fin, il a dit que de toute façon, Max n'aurait rien laissé, on sait, machin, mais au final, il a pas tenu le même discours une fois sorti de la voiture. C'est vrai qu'ils déclenchent pas leur pit limiteur, l'arrêt de leur pit limiteur au même moment. C'est vrai que Norris semble beaucoup plus prompt à le faire. Ouais. Est-ce qu'il l'a un petit peu anticipé ou est-ce que c'est Verstappen qui était un petit peu endormi? Je sais pas. Je pense que s'il avait anticipé, on aurait su, parce que de toute façon, il aurait directement été... Radar, il a tout de suite... ouais, mais le radar, je sais pas jusqu'où il prend, tu vois. Peut-être qu'ils ont une petite marge aussi de quelques mètres qui fait que, voilà, on sait qu'on peut l'enlever à ce moment-là, je sais pas. Bah, ils ont aussi des datas. Je pense que s'il y avait vraiment une question comme ça, Red Bull l'aurait soulevé, hein. Tu sais, s'il avait pu faire pénaliser Norris. Donc bon, bah voilà. Donc c'est Verstappen qui s'est un petit peu endormi. Ouais, je pense, il a dit, mais tu sais, ça doit se jouer à 1 mètre, hein, je pense, avec l'accélération d'une F1 à cette vitesse-là, je pense que 1 mètre plus tard, tu perds du temps. Et la deuxième, c'est Norris qui coupe la dernière chicane. Alors ça fait scandale un peu pour certaines personnes parce que c'est pas puni et qu'il perd pas de place et tout ça. Mais bon, bah après... du temps de Jean-Marie Balestre, c'était disqualification, hein. Tu coupais, oui. C'est vrai. Mais bon, après, en 88, 89, ça passait pas, hein. The best decision is my decision. C'est ça. Mais effectivement, là, aujourd'hui, bah voilà, c'est sans gravité. Il perd pas de temps, il en gagne pas non plus. Donc... Enfin, je veux dire, il fait une erreur, mais oui, bah après, la chicane lui permet de ne pas perdre de place envers Piastri. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est comme ça qu'il n'y ait pas de chemin obligatoire. Ouais. La chicane d'ailleurs. Bah ouais, là, mais après, à partir du moment où il n'y en a pas, oui. Non, mais je vois des gens qui disent en gros que c'est dommage que Norris n'ait pas été pénalisé pour ça. Mais en l'occurrence, que ce soit une pénalité sportive ou une pénalité de perte de temps, il n'y a rien qui le. Si tu gagnes sur l'écart, tu peux te faire effectivement sanctionner. Ce qui d'ailleurs a valu à Sainz, c'est d'être 2 fois sous enquête à cause de ça. Et finalement, il a pas trop gagné, même si sur le coup, on a l'impression qu'il gagnait par rapport à le pilote qui était devant lui, c'était pas le cas. Mais voilà, si vous prenez effectivement une demi-seconde, une seconde, peut-être pas une demi-seconde, je pense pas qu'il sanctionne, mais si vous prenez 1 ou 2 secondes là-dessus, là, on va vous dire qu'on vous met 5 secondes, quoi. Mais Norris, ça serait bien fait ça, parce que du coup, il a bien coupé la chicane pour ressortir très près de Verstappen, et il a laissé un peu plus couler la voiture pour que Piastri lui revienne dessus sans prendre le risque de se faire dépasser. Donc c'était bien joué. Honnêtement. Et oui, il gagne comparé à une erreur avec du gravier, mais justement, si c'était du gravier, il aurait peut-être pas fait cette erreur. Enfin voilà, on sait pas. Après, on peut pas avec des scies. Il y a quand même 3/4 des circuits où les intérieurs de virage ressemblent à ça. Après, effectivement, vous pouvez écrire à la FIA pour qu'ils remettent du gravier partout. Moi, je suis pas contre. Il y a même pas de petits saucisses non plus. Non, non plus. Bon. Ils en ont remis un petit peu à Suzuka, Wagner, je crois, par rapport à. Ce qui me paraît toujours aussi fou. Mais par ils auraient dû mettre un peu plus de gravier que d'herbe d'ailleurs, parce que ça crame pas le gravier. Peut-être l'année prochaine, ils mettront des granulés de bois. on aura des bras zéro au bord de piste. De l'eau. C'est économique. De l'eau, bah oui, des douves. Comme à Miami. Tu mets une marina, mais sans eau. Une marina. Non, mais tu mets des douves et des graviers derrière. Bon, c'est un peu dangereux en tout cas de sortie de piste, mais au moins, ça bouge pas. C'est ça. Et ça crame pas non plus. Ouais, c'est ça. Hop. Du coup, Alex il sature quand il rigole en fait. Oui, mais j'ai un peu baissé parce que c'est vrai que le gars est un peu élevé. On va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à nous donner
vos feedbacks techniques. Ça éviterait la situation où les vibreurs saucissent. Ah oui, mais c'est sûr que de toute façon, les vibreurs saucissent, c'est dangereux. Hein, comme, Oui, ça retourne les voitures aussi. Donc, ouais. Puis ça fait mal au dos des pilotes. Donc, surtout là, la chicane, en fait, je pense quand même pour ça qu'elle y est pas, parce qu'on aborde comme cette chicane-là de manière très très rapide. Donc si ça lâche, ça peut faire tonneau. Ouais. Et puis si vous vous doutez de ce que peuvent faire les vibreurs saucisses, regardez le crash qu'il y avait eu en F3 en 2019 à Monza. Voilà, où le pilote avait décollé et atterri la tête sur les pneus. Et donc voilà, c'était assez dangereux. Assez. Il y avait le halo, donc c'était assez dangereux. S'il n'y avait pas eu le halo, ça aurait été très dangereux. Mais oui, non, je me rappelle même plus du nom de ce pauvre pilote australien. C'était Père quelque chose, non? Ouais. Mais je sais plus. On va pas tenter parce que ça va être. Bon, il nous a pas. On l'aura pas. Parmigiano Reggiano. Voilà. Non, il n'était pas italien. On va pouvoir passer à Ferrari puisque. Peroni. Ouais. Ah, Peroni. Je savais pas que c'était un père quelque chose, tu vois. Bon, voilà. Bien joué. Merci, Xoans. On passe à Ferrari qui signe son meilleur résultat de la saison avec une 4e et une 7e place. Alors ça fait un peu triste dit comme ça, mais voilà. Je suis pas déprimé. Pardon Franck. Excuse-moi. Il y a une victoire au sprint. Voilà, j'ai oublié d'en 76 points en 3 courses, faut voir le positif. Mais bon, la voiture était a priori sabotée. Alors bon, voilà. Alors d'après certains sites effectivement francophones que nous ne citerons pas, qui commencent par F1 et se terminent par I, la voiture a été sabotée. Bon après. De Hamilton. Oui, la voiture de Hamilton évidemment. Bah, évidemment, ouais. Évidemment. Mais ça. Après, c'est totalement. Vous en faites ce que vous voulez, hein, mais bon, foutez ça à la poubelle en gros. Oui, c'est absolument faux, hein, surtout. Classement vertical et je vous autorise même à me foutre le feu à la poubelle. Classement vertical. Voilà. Donc, Ferrari, la semaine dernière, on se souvient, moi j'étais quand même assez pessimiste sur Ferrari. Et... En tout cas, sur ce Grand Prix-là, il y a de quoi encore être pessimiste. Il faut rappeler qu'ils ont. Alors, leur gros problème du week-end, ça a été la hauteur de caisse. Oui. Pour éviter une nouvelle double disqualification et comme le nouveau plancher n'arrivera qu'à Bahreïn la semaine prochaine, Ferrari a dû relever sa hauteur de caisse, donc avoir forcément des réglages moins efficients. Et il y en a des F1 très sensibles sur ce plan-là de la hauteur de caisse, donc ça s'est payé au chrono, où clairement Ferrari avait la 3e force, ou peut-être la 4e, parce que Russell était pas loin quand même. Mais clairement, ils n'avaient pas le rythme. Leclerc finit à une dizaine de secondes de Piastri et Hamilton encore plus loin. Toujours pas de podium pour Ferrari. Alors, il y a quand même de l'espoir, puisque donc il y a ce plancher qui arrive. Il y a eu beaucoup de changements pendant l'hiver. Parmi les top teams, c'est sans doute la voiture qui a le plus changé. Donc, forcément, plus de potentiel de progression. Mais en attendant, ça fait 3 Grands Prix sans podium, quoi. Et pour une équipe comme Ferrari, alors même si la victoire de Hamilton en sprint, c'est clairement la déception. Après, 10 secondes sur un Grand Prix à fond pendant 53 tours, ça fait même pas de deuxième par tour. Hein. Clairement, c'est pas les écarts qu'on voyait l'an dernier où ils étaient parfois à 30 ou 40 secondes. Hein. C'est ce que disait Vasseur, il disait que ils sont pas très loin, mais bon, ils sont pas là où on les attendait quand même. Oui, mais Vasseur disait que l'an dernier, à ce moment-là de la saison, ils étaient à 6 dixièmes de la pole et du meilleur tour. Là, ils sont à 3 dixièmes, donc c'est plutôt. C'est pas une excuse, il a dit, voilà. C'est pas une excuse, mais c'est. Voilà. Et on sait toujours que, je répète, qu'il a le. Comment dire ? Ils ont le changement de suspension qui fait qu'ils vont mettre un peu plus de temps à se mettre avec la voiture. Alors après, est-ce que c'était judicieux de changer les suspensions pour une année, ça leur appartient. Mais d'après eux, le potentiel est plus élevé. Néanmoins, c'est vrai que les 76 points de retard sur McLaren, alors qu'ils ont clairement affiché l'objectif de jouer avec eux pour le titre, ça fait un peu mal. Et oui, on rajoute quand même les points des 2 disqualifications. Oui. Qui serait un écart plus réaliste quand même en termes de points. Oui, c'est sûr. Mais là, en tout cas, c'est vrai que sur le côté mathématique, ça fait mal pour eux. Oui. Maintenant, effectivement, je pense que pour moi, il y aura des victoires Ferrari dans un futur assez proche, peut-être très rapide, parce qu'en plus... À Monaco. Non, mais Suzuka est un circuit quand même particulier. Si on n'a pas un bon réglage de suspension, ou en tout cas des suspensions qu'on n'a pas optimisées, c'est catastrophique sur circuit. Et devoir rehausser la garde au sol de la voiture, on se rend pas compte à quel point c'est catastrophique sur un tracé comme Suzuka, où le premier secteur notamment dépend uniquement de l'interaction voiture-piste. C'est-à-dire que vraiment, en perdant ne serait-ce que quelques pourcentages d'appui à cause de ça, ils perdent un temps fou. Donc moi je pense que y a un côté, comme tu dis, Milton, méthode Coué, mais pour moi il est justifié parce qu'il n'y a pas, même si c'est un peu cruel comme début de saison, il n'y a certainement pas il y a pas le feu à la maison, quoi. Donc je pense qu'il faut qu'ils arrivent à rester calmes, à apporter leurs évolutions, et pour moi ça peut fonctionner. L'important pour eux maintenant, ça va être de limiter les pertes de points
face à McLaren en étant la deuxième force du plateau, ce qui pour l'instant n'ont pas réussi à faire. 76 points en 3 courses, bon, même si bien sûr la disqualification, ça fait très mal, hein. Ça risque de peser très lourd en fin de saison si jamais, et peut-être qu'en fin de saison, si jamais ils sont revenus, on repensera à ces 3 premières courses en se disant mais voilà, ils ont peut-être perdu le titre là, quoi. Je réponds juste à Lambeau Diablo dans le chat, il nous dit démarrer en pneu hard n'était pas judicieux pour Hamilton. Je suis pas tout à fait d'accord parce que avoir deux voitures un peu plus loin, on pouvait tenter autre chose. Après, tout le monde a été surpris par la faible dégradation du circuit. Et de toute façon, on sait aussi qu'Hamilton, quand il y a des menaces de pluie, il veut toujours le pneu le plus dur possible pour démarrer parce que prolonger le plus possible pour ne faire qu'un seul arrêt. Donc, il a déjà dit plusieurs fois qu'il voulait cette stratégie-là. Donc, je suis vraiment pas étonné qu'il ait choisi ça. Hein. Rappelons quand même que la pluie menaçait quand même pas mal. C'est pas tombé finalement, mais ça aurait pu. Donc non, pour moi c'était. D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas dire justement que c'était un bon choix puisque c'est le seul pilote du top 10 qui a réussi à gagner une position par rapport à sa position de départ. En même temps, voilà. il avait que Hadjar. Enfin. Mais les autres ils avaient que machin devant ou que machin, mais n'empêche que lui il a réussi à le passer. Donc. Ce qui n'était pas judicieux, c'est de partir 8ème, ça c'est sûr. Ça c'est un autre débat. Mais bon, on va rester confiant. J'ai pas envie de tirer à boulet rouge sur la Scuderia. Non, il y a beaucoup de choses qui rendent optimiste. Enfin, il n'y a pas de plancher, une hauteur de caisse, donc voilà. C'est ça. Ça fait quand même des points de perdus, mais ça laisse de l'espoir, quoi. C'est ça, voilà. Et le problème, c'est que si à Bahreïn ça fonctionne pas, là. Oui, là par contre, ça va commencer à chauffer. Oui, ça c'est vrai. Il y a une question intéressante de Molus68 qui dit: je n'ai pas souvenir, mais les Renault F1 avec masse damper, elles étaient particulièrement bonnes à Suzuka à l'époque, parce que c'est vrai que c'était un système de suspension qui était très efficace, notamment pour les circuits comme ça qui avaient besoin d'appui. Alors il y a un bémol, c'est qu'à l'époque c'était moins de l'effet de sol, donc même si la hauteur de caisse était un peu plus haute, c'était pas grave. De toute façon, les voitures avaient une hauteur de caisse un peu plus haute, mais néanmoins elles étaient. Oui, après il y a eu que 2005, parce que 2006 il a été interdit avant d'arriver au Japon. Mais en 2005, Fisichella se fait punir par Raikkonen dans le dernier tour, mais normalement la Renault aurait dû gagner, puisque Alonso n'était pas là. Enfin, la qualif avait été compliquée à cause de la météo, je crois, de mémoire, et puis c'était aussi lié aux pneus qui étaient un peu différents, mais la Renault était très très bonne à Suzuka, ouais. Donc effectivement ça peut jouer, et c'est pour ça avoir des bonnes suspensions et un bon réglage de hauteur de caisse c'est vraiment crucial, et puis surtout un bon lien entre les suspensions avant et arrière, et ça Ferrari galère encore un peu dessus, je pense, avec justement leur toute nouvelle suspension attirant à l'avant. Ça manque de respect. C'est pas si mal, hein. Non, mais c'est pas si mal. Suspension attirant. Ils la découvrent et tout. Ils sont à 2 dixièmes en moyenne sur 53 tours, je veux dire. Parce que je pense qu'ils ont aussi profité de la suspension attirant pour avoir un pack aéro vraiment meilleur. C'est le but de cette suspension aussi, c'est que le placement la manière dont les suspensions sont agencées fait que l'aéro est meilleur. Donc c'est pour ça que McLaren et Red Bull l'avaient pris dès le début de cette réglementation, cette solution, et ça a bien fonctionné pour elle. C'est pas Red Bull avant McLaren quand même? Non, McLaren 2022, ils avaient déjà suspension attirante, mais moi. Mais c'est juste qu'ils n'avaient pas à la faire fonctionner, ou alors ils l'ont mis sur la 2023, mais je crois que c'était 2022. Je ne sais pas. J'ai un doute. Je vais regarder la MCL36 si je vois la photo. Mais en tout cas, non, c'était bien attirant déjà sur la 36. Okay. Mais c'est juste que le reste de la voiture était nul à chier, donc ça marchait pas. Ok. Alors, question de Mario Zero, est-ce qu'un changement de suspension n'est pas une expérimentation pour l'an prochain? Je ne pense Si. pas. Ils ont dit que c'est pour 2026. Ouais, après, c'est compliqué de savoir si ça va vraiment avoir le même effet, parce que du coup, ça change quand même complètement la manière dont la voiture fonctionne entre l'aéroactive et le fait qu'il y ait moins d'effet de sol, quoi. Oui, mais bon, après, il y a quand même de l'effet de sol en 2026 aussi, donc. Bien sûr. Et ça les aide à travailler dans tous les cas sur la manière dont on règle ce genre de suspension, ça c'est sûr par contre. Ils l'ont clairement dit que c'était. Après, effectivement, parce que s'ils se rendent compte que la poussoire sera mieux en 2026, ils auront testé pendant un an. Mais bon, vu comme ils partent pas si loin des McLaren et de Red Bull, je pense quand même que c'est quand même plutôt le bon choix. Oui. Et on salue Context Dani qui dit alors que chez Alpine ils ont un tyran en suspension. Bravo. Bravo pour cette blague. Elle est très bonne, on la valide. Il y a pas de aucun problème, on la valide tous. On va passer à Mercedes
Mercedes qui continue, c'est un début de saison plutôt solide, pas forcément flamboyant, mais ça fonctionne. Alors, je parle de l'équipe évidemment. Du côté des pilotes, Russell continue d'être monsieur régularité. Après ses 2 troisième places lors des premiers Grands Prix, il fait 5e. Donc il a 45 points après 3 courses, ce qui est très très bien. Et Kimi Antonelli s'est qualifié juste derrière lui et a terminé juste derrière lui avec une fin de Grand Prix particulièrement impressionnante vu qu'il avait rallongé son premier relais. Et surtout des meilleurs tours en pagaille. Il a été le plus jeune pilote à mener un Grand Prix et le plus jeune pilote à signer un meilleur tour en course. Donc ça, bravo à lui. Et il continue à montrer qu'il est hyper impressionnant en ce début de saison. Et puis globalement, chez Mercedes, c'est le fait que la voiture fonctionne à Suzuka, c'est un peu la confirmation qu'il n'y a plus de diva chez eux, mais que la voiture fonctionne globalement pas mal. Franck. Attention, ça reste frais quand même. Hein. George Russell, dans un article que je sortirai demain, l'a rappelé quand même, c'est que fait 3 courses où il a fait plus frais que ce qui était attendu. Donc il a dit voilà, le vrai juge de paix ce sera Bahreïn et Jeddah effectivement pour la W16. Mais en tout cas effectivement voilà, comme tu dis, la voiture est plus aussi inconstante que les années passées. Donc ça déjà c'est pas mal. Donc c'est une bonne base pour une dernière saison, on va dire, pour faire quelque chose de très solide. Donc ça peut très bien jouer la deuxième place ou la 3e place au championnat constructeur. La première, je la vois comme assez mal échappée à McLaren. Mais parti comme c'est parti en tout cas. Même si on peut pas exclure que Ferrari revienne dans la course. Hein. Je veux dire, à ce niveau-là, il reste encore beaucoup de courses. Mais non, c'est vraiment très très important de voir que Mercedes réussit enfin à comprendre peut-être l'effet seul avant la génération 2026. C'est quand même quelque chose de quand même qui pour eux était un peu crucial hein, quand même, parce que c'est un peu toute l'équipe technique derrière qui a été reprise par James Allison qui doit justifier qu'elle est bien sur la bonne voie. Après tu as parlé de monsieur régularité, Russell dit lui-même quand même qu'il était quand même assez déçu de pas avoir été au top en qualification parce qu'il a fait une erreur dans son dernier run. Il pense qu'il aurait pu être au moins 4e sur la grille, si ce n'est 3e, bon, au moins 4e on va dire. Et donc il s'en est même un peu voulu pour ça, tu vois, pour une place de perdu, il s'en est un peu voulu. Il a dit j'ai envie d'être beaucoup plus régulier que ça encore. Et je m'accorderai une faute sur toutes les 10 Grands Prix ou tous les 20 Grands Prix au maximum. Donc c'est un peu son objectif. Donc il a dit là c'est la première en 3 courses, donc ça veut dire qu'il faut que j'en fasse au moins 7 de suite sans aucune faute. Donc voilà. Le défi est lancé pour monsieur Russell. Et Antonelli, Antonelli, c'est vraiment la petite pépite dénichée par Toto Wolff. Et voilà, il bat 2 records de Verstappen, hein, voilà, donc c'était pas voilà, 2 records de précocité de Verstappen, donc y a rien à dire sur Antonelli, c'est vraiment il est déjà quasiment au niveau de Russell alors qu'il a que 3 courses en son actif. Autant dire que si Wolff a l'occasion d'avoir un petit Verstappen, je suis pas sûr que ce soit Antonelli qui saute, hein. Soyons clairs. Franchement, je vois pas l'intérêt de changer les pilotes là, hein, honnêtement. Si tu as un Verstappen, je suis désolé, tu signes. Ouais, mais le problème de Verstappen, on en a parlé aussi, mais c'est que c'est la Verstappen dépendance. Si Verstappen s'en va de Red Bull, c'est un champ chez Red Bull et peut-être que Mercedes, c'est l'équipe qui va primer sur le pilote aussi. Donc, je pense pas que ça se passerait de la même façon, mais bon. Moi, je pense que de toute façon. Oui, parce qu'on n'a pas parlé avec. J'ai dévié le sujet, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave, on peut dévier 2 minutes, parce que de toute façon, Max a aussi dit que. Enfin, Honda a dit qu'il serait ravi de travailler avec Max Verstappen à l'avenir. Et Max Verstappen tout le monde serait ravi de travailler avec Max Verstappen. Max Verstappen a dit je serais pas contre retravailler avec Honda à l'avenir. Honda qui va motoriser Aston Martin, qui est plus ou moins. Qui a des fonds quand même assez illimités ou pas loin, et qui s'achètera sûrement le fait d'avoir un gros coup de pub et un talent sportif en faisant venir Verstappen. Pour moi, s'il part de chez Red Bull, c'est pour aller chez Aston. Et je reste convaincu qu'il y sera l'an prochain. Mais ça, je sais pas encore ce que ça donnera du coup dans les rangs d'Aston. Tu mettrais un billet là-dessus ? Franchement, ouais. Ouais. Ah ouais, je mettrais un billet là-dessus, ouais. Mais un billet de 5 ou de 500 ? Un billet de 500, non, ça va être compliqué. Je sais même pas à quoi il ressemble. Mais non, je mettrais un billet de 20, si vous voulez. Faut parler de quelque chose quand même. Mais non, moi je suis prêt à mettre un billet là-dessus, honnêtement. Je suis quand même convaincu. Oui, je sais qu'il est violet. Il est violet. Mais c'était une blague que j'avais déjà vue en vrai. Mais non, mais c'est vrai que ouais, moi je pense vraiment que Verstappen va partir avant la fin. Le projet Red Bull Powertrains Ford est en train de devenir catastrophique. Enfin, en tout cas, il va être vraiment compliqué, je pense, même s'il redresse un peu la barre. Et Aston reste quand même une valeur sûre parce qu'il y a New Way, en fait, tout simplement, et parce qu'il y a Honda aussi, que Honda fait des bonnes choses. Et je pense que Mercedes va pas être si intéressé que ça par Verstappen.
Et inversement, parce que je suis pas sûr qu'ils aient une culture similaire. Donc, Par contre, je sais pas quand même d'où vont sortir l'argent d'Aston Martin, parce que quand tu vois que Lawrence Stroll revend, que les parts d'Aston Martin dans l'équipe sont parties pour pouvoir aller refinancer un petit peu le groupe Aston. Aramco. Je sais pas comment ils font pour, Aramco, Honda. Aramco, oui. Il faut oublier que Aston Martin, Aramco, et derrière c'est le fonds d'investissement saoudien, donc le PIF, comme on l'appelle, qui peut débloquer des millions s'il y a besoin. Et de toute façon, ça c'est pour Verstappen, c'est pas un problème. Oui. Et de toute façon, sauf si le pétrole continue à chuter comme fait aujourd'hui. Oui, mais bon, je pense que là ils vont peut-être prendre carte client et mettre des si le pétrole est à $10 quoi. Ou un PayPal en 4 fois peut-être. On vous fait 25 millions aujourd'hui, 25 millions le mois prochain. On vous fait 25 millions en juin et 25 millions en juillet. Non, c'est 250 millions parce qu'on parle d'1 milliard quand même. Ah oui, merde. Pardon, j'étais à 100 millions. Oui, il y a un zéro en plus. Oui, bon, on fait 250 millions maintenant et puis. Oui. Qu'est-ce que c'est que 250 millions de toute façon 4 fois ça va. Mais non, mais je pense que. Si tu viens de t'arrêter Manus sur un projet. Non, rien. Attends, un PayPal en 4 fois, un Oné en 4 fois, un Floa en 4 fois. Ils font tout en 4 fois. C'est ça, ils ont un bien. petit Sofinco aussi par derrière. Ouais, d'ailleurs aussi, Alonso, il a marqué 200 points, mais en 4 saisons. Après, il peut se faire sponsoriser par CTLM, c'est la même couleur qu'Aston, donc ça peut faire une belle poule. Un petit Alma, un petit Clara. Bah oui, Klarna, on dit. Klarna, ouais. Clara. Avec Klarna, ils vont devoir payer 800 millions le premier mois et puis 100 millions les 2 mois suivants. Donc, mais oui, c'est toujours comme ça. Ils sont bien leur mensualité. Mais non, mais voilà. Non, mais je pense que l'argent ils le trouveront. Et encore une fois, faut pas oublier que quand tu recrutes à Verstappen, alors même si le Grand Prix des Pays-Bas va disparaître, de toute façon il y a plein de Grands Prix ailleurs, il y aura toujours des fans néerlandais et du coup ça va vendre du merchandising et le merchandising Aston en plus il est hors de prix, donc ils vont en vendre beaucoup et ça va faire très beaucoup d'argent. Et oui, il mettra du temps, mais enfin si l'équipe gagne des courses et des championnats, ils seront pas mécontents de l'avoir recruté. Donc je m'inquiète pas. Parce que Max Verstappen pourrait jouer James Bond aussi. Mais non, il est pas britannique déjà. Et puis de toute façon, il est pas. Je trouve qu'il a pas trop la classe James Bond. Je pense que Lance Stroll est le mieux placé. Non, je déconne. Non, mais par contre, Lawrence Stroll, je vois bien jouer le méchant dans le James Bond. Mais grave. Totalement. Mais non, mais après Lance Stroll, il peut jouer son côté où il parle pas beaucoup, peut fonctionner pour un James Bond. Mais dans un film muet, oui. On dit artiste. C'est vrai qu'il est plus Charlie Chaplin que Daniel Craig. Voilà, en tout cas, oui, vraiment, encore une fois, chapeau bas à Andrea Kimi Antonelli qui fait un début de saison totalement fou. Bravo à Mercedes aussi qui a recruté 2 membres de son académie dans son duo de pilotes et puis ça fonctionne tout simplement, les 2 sont très très bons parce que si on fait une triangulation un peu bête, on se rappelle que Russell était pas loin d'Hamilton voire au niveau et Antonelli est pas loin de Russell, donc ça montre que même si la triangulation est facile, ça fonctionne tout simplement. Et bravo à eux pour à la fois avoir détecté des bons talents et à la fois les utiliser en Formule 1. Et je ne dis pas du tout ça à l'attention d'Helmut Marko, mais un peu quand même. Red Bull aussi, ils ont 2 pilotes de la filière Red Bull. Oui, c'est vrai qu'ils en forment beaucoup, après ils en déforment beaucoup aussi. Donc, ouais, c'est vrai. 007, c'est Alonso après. Après 0.0Q3, c'est abandon. C'est bas. Mais c'est pas faux. C'est 002. 002. Puisqu'on parlait. Il y a Stroll, hein. Oui, c'est Stroll et l'assurance vie de l'équipe, hein, de toute façon. Oui, mais Stroll est revenu à la régulière. Ouais. Il était loin derrière, en 4 dixièmes, je crois. Ouais, mais là, ça, on en parlera après, mais lui, ça a été un week-end compliqué. On va d'abord continuer sur le chapitre des jeunes pilotes, parce qu'on parlait d'Antonelli, on va parler de Isaac Hadjar, qui a signé une magnifique 8e place à l'arrivée, après une 7e place en qualification, comme en Chine. Donc le pilote Racing Bulls marque ses premiers points en Formule 1, il en marque 4. Week-end un peu plus compliqué pour Liam Lawson qui découvrait la voiture et termine 17e. Mais malgré tout, voilà, c'est quand même 4 points pour Isaac Hadjar, un week-end sans faute pour lui, et un gros rythme. Vraiment, je trouve qu'il a été hyper impressionnant tout le long du week-end. Il fait 3e d'une séance d'essai, et puis globalement, il est quand même très efficace. Il a fait un départ qui était osé mais prudent. Il perd une place face à Hamilton, mais on peut pas trop lui en vouloir parce que je pense quand même que la Ferrari est largement meilleure, en tout cas meilleure que la Racing Bulls. Et globalement, je pense que grâce à ça,
L'erreur de Melbourne notamment est assez loin, Franck. Oui, bravo à Isaac déjà. Moi, je pense que là, sur un circuit en plus comme Suzuka, qui est un peu un juge de paix en termes de pilotage, c'est quand même bien d'avoir sorti une telle performance. Je crois qu'en plus, il a vraiment émerveillé, pour le coup, Horner et Marco, qui ont été assez dithyrambiques à son sujet à l'arrivée. C'est vrai qu'évidemment, il n'a pas eu trop de chance. Bon, à Melbourne, on sait effectivement ce qui s'est passé, mais les conditions étaient extrêmement piégeuses dans le tour de formation et lors des tout premiers tours de piste. Donc, bon, voilà, c'est toujours un peu dommage de commencer sa carrière en F1 comme ça, mais je pense que ça va être vite oublié. Et voilà, enfin le potentiel de la Racing Bulls qui a été confirmé sur une course complète, on va dire. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on attendait. Bon, là, c'est qu'en termes de stratégie, on pouvait pas non plus. Ouais, c'est bien, ils ont pas tenté 2 arrêts. C'est ça, exactement. J'ai dit en termes de stratégie, au moins pour une coup, c'était simple. Voilà, donc voilà, à voir sur un Grand Prix plus compliqué en termes de pneumatiques, mais sur ce coup-là, en tout cas, bon, il y avait pas moyen de trop se tromper. Voilà, donc voilà. Et puis Isaac, il a été régulier, il a été bon. Bon, il pouvait pas faire grand chose pour garder sa place face à Hamilton, parce que la Ferrari était comme un peu au-dessus en termes de rythme pur. Mais voilà, sinon après derrière, il a déroulé sa course, comme, on va dire comme tout le monde, parce que c'est vrai que dans tout le monde dans le top 10, c'est-à-dire que voilà, il a tenu son rang, et il a pas fait de faute, et il a amené à l'arrivée. 4 points, c'est super, donc du coup, ça fait effectivement 7 points pour Racing Bulls. Et ça démarre pas trop mal, donc non, puis la V-Carb 02, elle est quand même bien née, elle est quand même très rapide, hein. Faut quand même pas oublier que Max Verstappen a dit à plusieurs reprises que sur un tour rapide, elle est quand même pas loin derrière la Red Bull, d'après lui. Bon, en rythme de course, c'est peut-être un peu différent, mais non, c'est quand même une voiture qui est très très bien née, qui devrait permettre, je pense, à Hadjar de briller d'autres fois cette année encore, évidemment. Lawson aussi, qui avait quand même pas si mal débarré non plus son week-end avec la voiture. Faut pas oublier effectivement qu'avec tous les drapeaux rouges qu'il y a eu en termes d'apprentissage, c'était pas évident pour lui, pour Tsunoda. Et voilà, donc pareil, la dégradation des pneumatiques de la voiture, il a découvert en course aussi, donc peut-être qu'il a vu aussi qu'il aurait pu pousser un petit peu plus et tout, donc c'était pas évident non plus de dépasser. Donc voilà, si vous partez en quasiment au queue de peloton, vous étiez à peu près sûr d'y rester. Donc pareil, Lawson, je pense qu'il va se remettre en selle aussi rapidement. Voilà, lors des essais libres qu'on voit sur quelques chronos, il était quand même pas très loin d'Adjar, donc je fais pas trop de soucis pour lui, pour essayer de retrouver la confiance notamment, voilà, puisque c'était un petit peu le mot d'ordre chez Red Bull de redonner confiance à Lawson. Après, effectivement, comme parce qu'il a pris comme un sacré coup de bambou sur la tête, hein. Quand vous êtes promu chez Red Bull et que vous tenez que 2 courses, c'est quand même quasiment un record, je crois, chez eux. C'est un record. C'est un record chez eux, voilà. Robert Dornbos avait fait 3 courses. 3 courses, voilà. Donc ça, c'est vrai que ça peut vous casser quand même l'ego d'un pilote. Et quand on sait quand même que l'ego de Lawson n'est pas celui qui est le plus petit dans le paddock, pour connaître un petit peu la personne qui est quand même vue comme un pilote un petit peu sûr de lui, pour pas dire arrogant, mais bon, ça c'est effectivement l'image qu'il donne un petit peu. Ça doit quand même vous mettre un bon coup sur la tête, et voilà, l'important c'est qu'il reprenne vite confiance, et puis parce que pour moi effectivement il a toute sa place en Formule 1, et ce faut pas chez Red Bull, il est aussi bien dû à une faute de Red Bull qu'à sa propre faute personnelle, donc voilà, qui se relance correctement chez Racing Bulls. C'est pas non plus fini pour lui, hein. Red Bull, il le dit, hein. Après, les voitures de 2026 seront complètement différentes à piloter. Ça n'aura plus rien à voir avec les voitures de cette génération. Donc, il pourrait peut-être très très bien s'en sortir en remigrant, s'il venait à être plus rapide qu'Adjar cette année, et que Yuki ne fasse pas l'affaire, hein. Soyons clairs. Maintenant, voilà, c'est compliqué quand même, hein. Quand vous avez été promu une fois en général chez Red Bull, c'est quand même rare d'avoir une deuxième chance. Mais au moins sauver sa carrière en F1, voilà, il peut encore rester 2-3 ans facilement chez Racing Bulls, et voilà, mais voilà, donc ça c'était le chapitre Lawson, mais voilà, Hadjar, j'ai rien de plus à dire que très très bon week-end, voilà, qui rattrape un petit peu les 2 déceptions des 2 premières courses, et puis en avant pour la suite. Et 2 Q3 de suite, hein, ça c'est vraiment aussi, impressionnant. Alex, toi moi rien de plus à dire sur Hadjar, hein, qui est meilleur des autres, c'est-à-dire au-dessus de là où on l'attendait, donc ça prouve aussi que lorsqu'on a des courses simples chez Racing Bulls avec une stratégie évidente, ça fonctionne mieux. Donc c'est peut-être ce qu'il faut souhaiter pour la suite vu le niveau des stratèges Racing Bulls pour le moment. Racing Bulls, en tout cas, ils sont clairement,
Ils ont la meilleure voiture sur le papier dans le peloton, devant Williams, en tout cas ce week-end, mais ils sont pas encore au niveau où ils devraient être au niveau du classement, parce qu'ils sont que 8e encore, derrière Aston et As. Voilà, bon, gros Hadjar au bout de, j'ai envie de dire, 2 grands prix seulement, puisque son premier n'a pas vraiment eu lieu. C'est vraiment énorme ce qu'il fait. Vraiment, chapeau à lui. Gros Hadjar, tu dis pas ça pour ses ceintures dans le baquet, j'espère. qui le serrait un peu trop. Ouais, ça, à des endroits pas commodes. En tout cas, ce qui marquait, après la course, Hadjar, il est vraiment très très mal à la nuque. Il a dit Canal est très très ouverte, ce qui prouve à quel point aussi les pilotes étaient à fond. Ouais. Que c'est pas parce qu'il s'est rien passé sur la piste qu'il n'était pas à fond, bien au contraire, c'était vraiment un rythme d'enfer, sans safety car, sans abandon aussi. C'était vraiment d'un bout à l'autre à fond, alors qu'il y avait Albon quand même qui klaxonnait derrière. Et puis voilà, vous êtes à votre 3e Grand Prix, vous résistez à Hamilton au départ. Enfin, voilà, c'est quand même un truc de dingue. Ouais, non, c'est très très bon et franchement, c'est impressionnant. Après, c'est vrai que je vois quelqu'un qui dit que Pérez doit jubiler par rapport à Lawson, mais Pérez, alors peut-être qu'il jubile parce que finalement il n'y a pas eu de solution miracle et que les pilotes qui le suivent n'ont pas forcément beaucoup plus de réussite, mais il ne faut pas non plus dire que Pérez n'était pas responsable de son problème. Je veux dire, il s'est quand même effondré mentalement et entre sa saison 2021 et sa saison 2024, il y a un monde. Hein. Et alors oui, Red Bull lui a mis la pression, etc. Mais Red Bull lui a aussi filé des contrats dans tous les sens qui lui ont permis d'avoir des belles portes de sortie avec des beaux parachutes dorés. Et à côté de ça, donc ça là-dessus il peut jubiler. Mais après sur le manque de performance de la voiture, le fait qu'on voit par exemple que Tsunoda il y a une demi-seconde en qualif, ce qui était quand même mieux que ce qu'a fait Pérez tout le long sur les 20 dernières courses de 2024 en gros, pour moi c'est quand même un problème quand c'est un pilote qui a une carrière 2 fois moins longue, voire 3 fois moins longue que celle de Pérez. Donc Pérez n'est pas non plus, je pense pas que son image soit hyper redorée par tout ça. Et je serais quand même surpris que des équipes aillent le chercher, mais même s'il dit qu'il discute et c'est vrai qu'il a du budget, je pense que Pérez il est un peu cramé, même si il a été très très bon à l'époque Racing Point et puis début de Red Bull. Bon, moi je suis Cadillac, je me comprends pourquoi je m'intéresse à lui quand même. Bah ouais. Oui. Oui, non, c'est sûr, mais après, je pense qu'un Bottas pour moi est un peu plus frais dans sa tête qu'un Pérez. Et moi, je serais Cadillac, de toute façon, ce que je fais, c'est que je mise gros sur Tsunoda, parce que pour moi, c'est un pilote qui serait excellent. Mais bon, après, est-ce qu'ils font ça? Ou même Gasly, parce que Gasly, je pense qu'il serait pas forcément contre partir d'Alpine. De toute façon, ça va vite se décider pour Tsunoda, parce que il a quand même pris son propre management aussi. Donc, s'il voit que du côté de Red Bull, ça peut coincer, je pense qu'il n'hésitera pas non plus à signer chez Cadillac. Et chez Red Bull, si. Le problème, c'est que Red Bull, ils vont être tranquilles pour la décision. Ils vont lui donner à peu près réponse le 28 décembre. Hein, donc, c'est un peu compliqué, quoi. C'est peut-être un peu dangereux aussi, parce que s'ils voient que c'est un pilote qui commence un peu à tenir face à Verstappen, ils vont peut-être pas le laisser passer, quoi. Oui, c'est vrai aussi. Surtout si Verstappen s'en va. On a commencé la même phrase. Effectivement, si Verstappen s'en va, ça va peut-être débaucher les autres équipes. Hein. Un petit Russell, par exemple, il est en fin de contrat, Russell. Hein. Il faut retourner chercher Gasly. Pardon. Je serais pas contre, je pense. Hein. Ah bah oui, non, c'est sûr, mais même je pense que ça. Ouais, de toute façon, en même temps, j'allais dire, il aurait peut-être pas envie de retrouver la personnalité toxique de Marco, mais en même temps, il est avec Briatore en ce moment, donc ça ne change pas grand-chose. Voilà. On va pouvoir passer sur Williams, qui fait une 3e entrée dans les points consécutive en course du dimanche cette saison, grâce à un Alex Albon toujours particulièrement en forme. Alors, il était bougon, hein, on l'a un peu entendu gueuler tout au long de la course. Oui. Un coup sur la stratégie, un coup sur les réglages, machin, mais n'empêche que sur le trafic, voilà. Mais n'empêche que ça fonctionne, il est 9e. 2 points de plus pour Williams qui garde la 5e place et lui se retrouve 7e au championnat entre les 2 pilotes Ferrari. Donc là-dessus, bravo. Alors on sait qu'il serait derrière eux s'il y avait eu la disqualification de la Chine. Néanmoins, une saison vraiment pour l'instant absolument irréprochable de la part d'Alex Albon qui fait encore une Q3, sa 3e en 3 courses et encore un top 10, son 3e en 3 courses. Donc moi généralement, je suis hyper impressionné. C'est le patron, hein, même à la radio, quand effectivement il s'énerve, Albon, c'est peut-être la dernière personne qu'on imagine en colère. Mais oui, c'est ça, avec Franck, on en a parlé pendant la course. Il avait sûrement de bonnes raisons de s'énerver, donc ça montre aussi qu'il prend une dimension chez Williams et il met Sainz sous les ténoirs. Alors bien sûr, Sainz arrive, mais bon, il y a d'autres rookies qui arrivent dans d'autres équipes. Hein. Je sais pas, même Bortoleto qui est proche de Hülkenberg. Donc voilà, c'est la très bonne, une des très 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 bonnes confirmations. Je vais même pas dire surprise.
de l'année, mais ouais, il y avait que Hadjar, hein, finalement, qui avait quand même une meilleure voiture que la Williams devant lui. Mm. Et encore, Albon a fait un très bon deuxième relais. Il n'était pas très loin de Hadjar. Voilà, la Williams, c'est quand même bien né. Ça fait plaisir de le voir enchaîner les points. Et au final, il est devant Hamilton au classement. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment impressionnant. Ça ne va pas durer, Franck, ne t'inquiète. J'espère bien que ça va pas durer. sinon j'arrête tout, moi. Je vous laisse les clés. Hein. Après, Ferrari est quand même passé devant Williams au championnat. Ah, quand même. C'est arrivé. Mais bon, on serait en l'an 2000 là, tu vois. Je dis bon bah ouais, c'est normal, tu vois. Là, on sera en 96, tu vois. Ouais. Non, c'est non super course d'Alex encore. Ouais, effectivement il est très pugnace à la radio là. Alors, peut-être qu'il a pas trop aimé se prendre sa chambre d'hôtel sur la figure quand il est passé en Thaïlande. Je pense que ça l'a quand même un peu secoué quand même, parce qu'à un moment il est allé, pour ceux qui ont lu l'information, voilà, il est allé rendre visite en Thaïlande, chez lui, parce qu'il il est thaïlandais et britannique en même temps. Il a la double nationalité, mais il court sous nationalité thaïlandaise pour le fameux Grand Prix de Thaïlande, et il a atterri en fait une demi-heure après le premier gros séisme qu'il y a eu. Alors c'est vrai que ça a plus touché la Birmanie que la Thaïlande, mais il y a quand même eu des effets jusqu'en Thaïlande. Et par contre, son hôtel, ouais, effectivement, quand il est arrivé, sa chambre s'est mise à se fissurer. Donc, ils ont quand même dû tous sortir de l'hôtel. Donc, bon, ça va pas plus de peur que ça, mais ça aurait pu effectivement être un peu plus problématique, on va dire, sans lui au départ. Voilà. Voilà, je passe juste sur la petite anecdote, parce que bon, je vais pas dire que c'était marrant, mais c'était quand même assez spécial. Là. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis on va enchaîner sur Carlos Sainz quand même, qui quand même voilà, qui manque quand même l'hymne national, hein, oui. Du Japon. Mais il avait une excuse médicale quand même, parce qu'il avait un petit peu mal au ventre. Mais malgré cela, il se prend quand même une belle amende de la FIA. Donc je vais te laisser dérouler. Le jukebox. Alors déjà, si le jukebox, mais il va d'abord commencer sur Carlos Sainz, parce que est-ce qu'un jour cette personne saura se placer sur une piste? Oui, aussi, voilà, oui. Parce que quand même, c'est un problème que ça fait 3 ans maintenant, ou 4 ans, je sais plus, qu'on a des Carlos Sainz, enfin un Carlos Sainz du coup, mais qui traîne pas mal de fois en piste, en qualif, qui gêne des gens. Là, c'est son placement, il est catastrophique. Il se met au milieu quand Hamilton arrive, il va vers la trajectoire, après il ralentit au point de corde du virage suivant. Enfin, c'est n'importe quoi. Et moi, je maintiens que George Russell, quand il avait parlé des pilotes qui savent pas voir la piste en 3D et ne pas voir dans l'espace, il était totalement. Il parlait de Sainz, hein, vraiment que de lui, je pense. Mais franchement, ouais, c'est scandaleux de se placer comme ça, et avec l'expérience qu'il a de ne pas réussir à corriger ça, alors que quasiment tous les pilotes savent ne pas gêner les autres. C'est un gros problème, quoi. Voilà. 3 places du coup. 3 places qui lui coûtent cher. Pour une fois. Alors, oui, des fois, il prend pas. Hein. Non, mais des fois, il prend pas, mais là, il a pris. Il s'était qualifié 12e, ce qui était pas terrible. Il est parti 15e, ce qui était vraiment, du coup, très difficile. Il dit que les points auraient été possibles en se qualifiant mieux, c'est sûr, mais en même temps, même s'il s'est qualifié à hauteur d'Albon, c'est-à-dire 10e, il aurait pris ses 3 places et il aurait quand même été hors des points. Donc, le problème, c'est qu'en plus, au-delà d'un manque de performance face à Albon, que je n'aurais pas parlé en début de saison, il y a ce côté où il fait des erreurs, en fait. Il a fait une erreur sous safety car en Australie, il fait cette erreur-là en qualif qui lui coûte 3 places et qui potentiellement aurait pu lui coûter des points, et c'est très brouillon de la part de Sainz. Alors certes, il était potentiellement malade, mais il ne faut pas oublier que Alex Albon était malade aussi quand il fait 7e en Chine, donc 9e à l'arrivée, 7e après le déclassement des Ferrari. Donc au bout d'un moment, j'ai du mal à trouver des excuses à Sainz, parce qu'on voit des nouveaux qui arrivent et qui s'adaptent à leur voiture, et lui qui a une expérience de plein d'équipes différentes, de plein de moteurs différents, parce qu'il a roulé avec un moteur Renault, il a roulé avec un moteur Mercedes, il a roulé avec un moteur Ferrari, il a retrouvé un moteur Mercedes, donc le moteur c'est pas quelque chose qu'il ne connaît pas. Les configurations de suspension, il en a testé plein, il a testé plusieurs réglementations. Faut pas oublier qu'il est depuis 2015, hein, donc quand même à une époque où les voitures n'avaient absolument rien à voir avec ce qu'elles sont aujourd'hui. Pour moi, c'est déjà trop de temps à se mettre dans le jus. Il a encore beaucoup de réflexes Ferrari d'après James Walsh, donc
Bon, Bah il ouais. va falloir le temps de les éradiquer. Ouais, mais il y a des pilotes qui, enfin encore une fois, je pense que Hamilton a travaillé assez pour ne pas avoir de réflexe Mercedes, par exemple. Et alors, je sais pas si Sainz ne travaillait pas assez ou si c'est vraiment un problème de progression, mais dans un pilote de son niveau et de son expérience, pour moi, 3 courses pour en être encore là, dont un week-end de sprint, c'est déjà trop. Donc voilà, c'est un peu le coup de gueule que j'avais. Ça, c'est très serré quand même. Bien sûr, c'est serré. Hein. Mais encore une fois, on voit des. Voilà, encore une fois, Bortoletto arrive de temps en temps à être devant Hülkenberg. Berman arrive de temps en temps à être devant Ocon. Antonelli est pas très loin de Russell. Voilà, on a des. Hadjar était devant Tsunoda et est devant Lawson. Et lui, il est pas rookie. Il a un équipier qui a moins d'expérience que lui. Hein. Albon est arrivé 4 ans après lui en Formule 1. Et il n'arrive pas à s'y faire, quoi. Donc moi, je trouve ça. Alors, je condamne pas sa saison, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment pas terrible comme début de saison pour En ça. tout cas, sa cote a fondu. Hein. C'est sûr que par rapport à l'an dernier, Singapour, etc., voilà, là, c'est sûr que il est acheté en solde en ce moment. Ça va être bien sur F1 Manager. Et du coup, la FIA, La FIA. désolé pour lui. Parce que c'est aussi, eux, faut aussi qu'ils prennent une branlée. Parce que, alors, non, mais en fait, moi, Bibé, est-ce que là on va être obligé de se prendre encore 20 000 € d'amende? bon, ouais, mais nous, Merci, on Manu. n'est pas affilié à Mohamed, donc on s'en fout. Tu feras des travaux d'intérêt général. J'ai Ça marche. pas la mention sous le en bas du site où on n'a rien à voir avec les trademarks, machin, tout ça. Hein. Fais gaffe. Hein. C'est vrai. Mais comment dire, je mettrai un disclaimer la prochaine fois comme quoi les choses dites dans l'émission ne représentent pas les visions de la FIA. Mais non, le problème c'est que la FIA a mis en place un barème d'amende pour des choses extrasportives. Donc, par exemple, rater l'hymne national, c'est 60 000 € d'amende, ce qui donc permet de payer ensuite les galas de la FIA et puis les émoluments de nos chers amis. Voilà. Je suis sûr que c'est Ben Sulayem qui lui a mis, je sais pas quoi, de la harissa dans son repas. Et donc, le pauvre Carlos Sainz, parce que là je le défends, était malade, donc forcément il était pas très bien et tout ça, il a passé un peu plus de temps au stand, alors peu importe qu'il ait été aux toilettes ou je sais pas quoi, n'empêche qu'il a été en retard pour l'hymne. Et la FIA a dit ok, pourquoi tu étais en retard? Il a dit bah j'étais malade, ok, est-ce que tu as la possibilité de le prouver? Alors, il a fait certifier le fait qu'il était pas bien par un médecin. Donc ce qui est déjà un peu n'importe quoi, parce qu'encore une fois là c'est quand même du fonctionnement basique d'entreprise un peu stupide. Et une fois qu'il a fait ça, et ben la FIA lui a quand même mis un tiers de l'amende prévue. Alors pourquoi? C'est le plus cher caca du monde. Hein. C'est très joliment dit, Alex, bravo. Non mais le truc c'est que là on dirait qu'ils ont fait une espèce de, tu sais, c'est un peu comme comment dire, les jours de carence quand t'es malade, tu vois, bah là c'est pareil, c'est-à-dire que oui, ok, on t'enlève pas les 60 000 parce que t'étais malade, mais on t'enlève quand même une partie. T'avais qu'à pas être malade. C'est vrai, c'est le tiers payant comme dit Molus 68, mais c'est vraiment n'importe quoi. Et ouais, la FIA, alors si la FIA était irréprochable, moi je dirais pourquoi pas. On pourrait commencer à en arriver là, mais en fait, il faudrait peut-être déjà avoir un règlement qui tient la route, des commissaires qui savent l'appliquer, et ensuite on pourra commencer à savoir qui est en retard parce qu'il était aux toilettes, quoi. Donc voilà, c'est un peu problématique. Bah, au moins, ils ont une règle qui est très très précise, bien sur tout ce que t'as pas le droit de faire. Oui, la liste est au longue. moins, en piste, on sait pas trop. Par contre, hors piste, voilà, t'es malade. Allez, ça. hop, tiens. Ah, c'est fou. Enfin, moi, tu prouves que t'es malade. Tu peux pas être là à l'instant T. Tu te prends quand même une amende. C'est juste, voilà, du pognon pour récolter du pognon. Donc, énorme carton rouge à la FIA, même si c'est très extra sportif et que ça change pas grand chose au résultat du Grand Prix ou autre chose. C'est vraiment, ça montre vraiment le signe d'une fédération extrêmement faible, quoi. Voilà. Et extrêmement, ouais, puis je trouve que c'est vraiment, c'est symptomatique du fait que Ben Sulayem n'arrive pas à être un bon président. Parce qu'il a déjà un côté dictatorial qu'il est obligé d'avoir pour avoir un minimum d'autorité, parce que personne n'a vraiment envie de travailler avec lui. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui se sont montrés contre lui, et publiquement, hein, c'est pas des allégations ou quoi, c'est vraiment factuel. Et bah là, c'est vraiment pour dire je fais avancer les choses. Alors, faut pas oublier que les grands chantiers de Ben Sulayem, c'était une direction de course qui tient la route. Je sauve le WRC, machin. Finalement, il en est rendu à vérifier que les pilotes ont pas de piercing et qu'ils vont à l'heure sur la grille de départ. Donc, on voit que quand même le bilan est pas terrible. Donc, ils sont pas aux toilettes à l'heure. Ils sont pas aux toilettes à l'heure de l'hymne national. Alors, parce que voilà, c'est encore pire. Puis quand ils le sont, bah c'est pas grave, ils ont pas d'excuses. Donc voilà. Et à côté de ça, les grands chantiers de Ben Sulayem à la FIA, j'étais toujours pas vu. C'est faire chier la femme, hein, peut-être. Oui, mais ça c'est pas un programme normalement. Ça au pire c'est un objectif personnel, mais c'est pas un programme. De toute façon, la Formule 1 est devenue directeur de course. Ouais. La Formule 1 est devenue tellement puissante que de toute façon, je l'imagine bien à un moment ou un autre, s'il est réélu, avoir un plan B pour s'émanciper de la FIA et avoir son propre championnat.
Ouais, mais je pense qu'il y a personne qui va vraiment. Je serais vraiment. Ouais, et avec quel argent? Ouais, je sais pas. Comment ça, quel argent? Ouais, ça va, la femme, elle a l'argent ce qu'il faut pour. Le problème, Ah, c'est tu veux que... dire lui? Oui, la femme. tu veux dire que la femme s'émancipe de lui? Oui. Ah oui, Ouais, je pense que c'est l'inverse. Non, moi, je pense que la femme va faire pression pour que Ben Sulayem dégage, à mon avis. Parce qu'ils ont personne l'intérêt à ce que la F1 se sépare de la FIA, parce que malgré tout, il faut oublier que le championnat appartient à la FIA, que la FOM loue les droits, voilà. On verra ça autrement, Grand Prix 1, je sais pas. Mais c'est pas le prestige de la Formule 1. Verstappen Championship, après la Verstappen Car, t'auras la Verstappen Championship. Non, mais Grand Prix 1, tu signes pas un truc de 10 milliards avec Louis Vuitton, quoi, donc tu vois. Je pense qu'il y a quand même un intérêt commun, et en fait je pense que ce serait dommage que ça capote, alors que c'est quand même des fédérations qui fonctionnent ensemble depuis, des fédérations et des entités qui fonctionnent ensemble depuis des années, avec des conflits qui ont été résolus. Ils ont réussi à survivre à Jean-Marie Balestre, qui était quand même un gros problème. Ce serait dommage que ce soit Mohamed Ben Sulayem qui vienne faire que finalement il y ait ce fameux championnat parallèle que Ferrari menaçait à l'époque de faire, que Balestre voulait, que les opposants de Balestre voulaient faire. Donc voilà, je pense qu'au bout d'un moment, il faut juste voilà, que Ben Sulayem soit considéré comme ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas excellent dans la gestion de la FIA et qui est plutôt un fauteur de troubles qu'autre chose. Quoique ces derniers temps, on n'entend pas. Hein. Au moins, Oui. ça pourrait rester comme ça. Mais après, je pense que malgré tout, Lambeau Diablo d'IMBS est en train de tout faire pour se faire dégager. Je pense au contraire qu'il travaille totalement dans l'ombre pour aller se faire des bonnes relations avec les clubs qui sont ses électeurs au moment de l'élection du président. Et je pense qu'il va être élu grâce à ça. Sinon, un de nous trois se présente, et puis voilà, on résout le problème. Allez, on peut faire un ticket commun. Hein. De toute façon, il a changé des règles, c'est lui qui va décider qui se présente. C'est ça, il a un vote aujourd'hui, et c'est le vote qui compte. Sujet à la FIA, là, non, moi, ça a C'est été une élection démocratique, mais c'est seulement lui qui a le droit de vote. Sujet à la FIA, ça a été un petit peu moi, repoussé pour l'instant. Ouais. J'adore Suzy Wolf, mais quand même, c'est limite conflit d'intérêt. Là, hein. Ah bah c'est pas limite, c'est gros conflit d'intérêt. Non, mais il a dit lui-même, Toto, que c'était pas, il était hors de question. Alors qu'évidemment, hein, en niveau personnalité, il n'y a pas photo, mais c'est sûr que oui. Ah oui, c'est sûr, avec Suzy, c'est pas 10 000, hein, c'est 50 000, hein. Direct, le caca. Non, mais je pense qu'elle se concentrerait surtout sur des choses bien plus intéressantes. Mais... C'est ça. Mais voilà. Ou alors le problème, c'est que Toto Wolff, mais il y aurait toujours un soupçon de personnalité qui serait évidemment justifié. Ouais, c'est ça. Donc voilà, en tout cas la FIA, Fallait bien qu'elle prenne un peu, hein. Voilà. Oui, mais c'est que le début de la saison. Hein. On va encore avoir largement de quoi faire, je pense, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de, comment dire. Il y a l'Arabie Saoudite dans 2 courses. Déjà, donc ça c'est bien parce qu'il y aura forcément un accident grave ou un problème des commissaires ou un début de guerre à 15 km de là. Donc forcément. Alors ce qui est bien, c'est pas l'accident grave, c'est les conséquences. Oui, l'accident grave sans conséquences. Ouais. C'est ça. Mais voilà, avec forcément le circuit qui va être mis en cause, Ben Sulayem qui va dire mais non, le circuit va très bien, Rui Marquez qui va aller secouer un grillage pour dire non c'est bon, le circuit est homologué, et puis voilà. Mais, ça va être... En revanche, Las Vegas vraiment il est illégal. il va faire pareil à Vegas, il va secouer le grillage, mais le grillage va tomber, donc c'est un peu plus compliqué. Non, mais oui, je pense que... Au moins, il n'y a pas d'herbe à Las Vegas, elle pourra pas cramer. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de place pour mettre des douves, du coup. Non. Mais le problème, parce que là, la direction de course n'a pas fait d'erreur cette année, parce qu'on n'a pas eu besoin d'elle, mais dès qu'on va avoir besoin d'elle, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Hein. Rui Marquez, l'an dernier, il faut oublier que c'était pas terrible. Alors, heureusement, il a une adjointe, pardon, j'espère que ça va aider, mais voilà, je suis quand même pas super serein. Claire Dubelman. Oui, tout à fait. Merci, j'avais perdu son nom, du coup je voulais pas tenter de dire un nom que j'allais écorcher. On va passer à As avec la 10e place de Oliver Berman, qui est le 3e rookie. Alors il a plus vraiment le statut rookie, mais il est quand même pilote débutant pour sa première saison, qui termine dans les points ce week-end. Esteban Ocon termine 18e, week-end plus compliqué. Alors As avait vraiment une pièce, un plancher qui permettait la réduction des oscillations aérodynamiques qu'ils avaient vues au début de saison, parce que c'était vraiment un problème pour comprendre la voiture. Le souci, c'est qu'ils ont mis cette pièce sur la voiture sans l'avoir testé autant qu'ils devraient le faire. Et du coup, c'était un petit peu compliqué. Ils ont passé tous les essais en fait à changer des pièces, à la fois ce plancher-là, à la fois d'autres pièces pour avoir d'autres spécifications. Et finalement, il s'avère qu'ils avaient la même voiture. Parce que les deux avaient le plancher, a priori, B-Max, hein, les deux avaient la même voiture d'après Ocon, mais par contre les réglages n'étaient pas les mêmes, et
Ocon admet qu'il a jamais réussi à faire fonctionner la voiture comme Berman. Donc il veut juste, lui, il dit qu'il faut trouver comment faire, parce que après en Chine c'était le cas, hein, il fonctionnait mieux que Berman, mais voilà. Donc au demeurant, c'est très bien pour Haas qui se place encore dans le top 10 et arrive encore à marquer des points, enfin un point. Et donc c'est un peu rassurant pour eux après, parce que du coup ça veut dire que le catastrophe de l'Australie est un peu derrière eux. Et puis un joli Oliver Berman qui, pareil d'ailleurs, comme tu disais pour Adjar tout à l'heure, a dit qu'il était détruit physiquement après l'arrivée. Ah bah, franchement, Berman, il a fait un week-end à la hauteur de celui d'Adjar, hein, Oui. et d'Antonelli, hein, parce qu'il a éclaté Ocon, hein, quand même. Alors, vraiment, il y avait des réglages différents, mais c'était 4 à 5 dixièmes. Hein, c'était un écart très conséquent et qui n'est pas représentatif de l'écart entre les deux pilotes, parce que c'était sans doute les réglages au niveau du plancher, mais quand même, la bonne nouvelle, c'est que, on a eu la réponse, c'est que quand même, As, c'était vraiment, ça semble être en tout cas un accident à Melbourne. Et voilà, les voir marquer 2 fois consécutivement des points, c'était clairement inattendu après Melbourne. Bravo, donc ils sont 6e, mine de rien, au classement des constructeurs, et ils ont trouvé une petite solution. Alors ils sont clairement derrière Williams et Racing Bulls, mais voilà, ils grappillent des points, ils sont présents, ils règlent leurs soucis. Donc voilà, c'est plutôt encourageant ce Grand Prix. Et même pour Ocon, hein, qui n'était pas du tout... Oui. Qui savait très bien pourquoi il était derrière, et voilà, on sait très bien qu'il n'est pas derrière Berman. Donc voilà, ça laisse beaucoup plus d'espoir ce Grand Prix-là à As. Et franchement, voilà, gros retournement de situation. Donc bravo aussi d'avoir pris des risques à ce point-là. Ça a payé. Ouais. Franck, toi, ta vision du week-end de As? Non, bah, ils avaient plus ou moins prévenu que ce serait un petit peu un week-end d'expérimentation, vu qu'en plus Suzuka c'est vraiment le circuit aéro par excellence. J'espère qu'au moins ils ont récolté pas mal de données pour essayer de comprendre ce qu'il va falloir changer pour de bon sur cette voiture en termes d'aéro. Est-ce que c'est que le plancher? Est-ce que c'est aussi les ailerons? Est-ce que c'est d'autres éléments en aéro aussi à revoir? Voilà, en tout cas, Berman a trouvé de bons réglages qui pouvaient fonctionner pour ce circuit-là, donc tant mieux pour lui, ça fait un point en plus. Bon, on a quand même l'impression que c'est peut-être un peu un petit peu un coup de chance aussi, puisque voilà, pour Esteban Ocon, ça n'a pas marché du tout. Donc attention quand même. Je veux dire, certes c'est un bon résultat, mais quel est le niveau de la part de chance dans les réglages là-dedans? C'est à voir pour la suite. Hein, donc là ils arrivent à Bahreïn où ils maîtrisent très bien le circuit vu qu'ils ont fait plein d'essais dessus. Peut-être qu'ils pourront tester une autre solution pour un plancher, autre chose un peu modifié. Si ce n'est une découpe ou autre chose, peut-être dans un plancher, histoire de tester une autre théorie, une autre pièce. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais bon, ils ont intérêt à vite trouver quand même, parce que c'est vrai que c'est un petit peu, ça fait un peu, on peut dire amateur, hein, mais on est un peu sur le tâtonnement pour l'instant. Maintenant, voilà, les budgets plafonnés et aussi le calendrier extrêmement serré fait qu'il n'y a pas trop non plus de choix. Hein. On est obligé de tâtonner, de tester des choses et de voir, et voilà, ça passe ou ça casse, quoi. C'est passé pour Berman avec de bons réglages, c'est pas passé pour Esteban avec de mauvais réglages. C'est ça. Donc effectivement, ça a été quand même plutôt positif. Mais voilà, en tout cas, effectivement, il n'y a plus d'inconnus, et ça c'est quand même essentiel par rapport à Melbourne. On se rappelle que la voiture allait tellement mal qu'ils étaient persuadés qu'il y avait quelque chose de cassé dessus, alors que c'était pas le cas. Donc là-dessus, effectivement, bravo à eux. C'est rectifiable, du coup. En fait, ce qui est très bien pour As par rapport à ce qu'ils faisaient avant, c'est que dès qu'ils ont un problème, ils le corrigent très très vite. On se rappelle qu'à l'époque de Gunther Steiner, alors qui maintenant ça devient évident, était quand même plutôt un mauvais manager, mais en tout cas au niveau des troupes, parce que effectivement aujourd'hui, à l'époque certes il avait moins de budget, mais il était quand même encore à la tête de l'équipe jusqu'en 2023. Et quand il y avait un problème sur les voitures, ils n'arrivaient pas à le trouver, ils n'arrivaient pas à le résoudre. Et ils sortaient pas de pièces avant qu'il y ait un gros pack minimum, un gros pack milieu d'année, quoi. Ouais, voire en 2023 à Austin, qui était quand même 6 courses avant la fin de saison. Et en plus le pack était pas bon du coup, puisque c'est un pack qui était en travail depuis des mois. Et là en fait voilà, on voit qu'Ayao Komatsu a une vision beaucoup plus ingénieure de tout ça, et ça marche beaucoup mieux. Donc bravo à lui de gérer ça, et bravo aux troupes chez As qui arrivent à vraiment faire rapidement progresser cette voiture. Et très joli livré au passage pour As. Ah oui, très bien. Ouais, pareil. Super. Ouais. On va passer à Aston Martin. Alors, déjà un grand événement. Fernando Alonso a vu un drapeau à damier. Ça, il se rappelait plus à quoi ça ressemblait. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que Alonso a quand même fait un meilleur week-end parce qu'il a enfin pas eu de malchance. Il termine à la porte des points, malheureusement pour lui. C'est vrai que la Aston Martin, clairement, a manqué de performance. Hein. Je pense que là, on peut dire qu'ils sont au moins la 8e force du plateau. Ils sont derrière Haas, derrière Williams, derrière Racing Bulls, hein, je pense.
Et Lance Stroll, alors c'est catastrophique. Il s'est qualifié dernier, il finit dernier avec une stratégie à 2 arrêts, un manque de rythme total. Enfin, c'était très compliqué pour eux. Et cette voiture sur un circuit où il faut des grosses qualités, on s'est rendu compte qu'elle n'a pas tant que ça. Alex. Est-ce que Lawrence Stroll a saboté sa voiture? Lance Stroll. Non, c'est vrai que c'était après 2 grands prix très prometteurs, on a retrouvé le mauvais Stroll, et effectivement Alonso n'avait pas la perf. Je pense qu'il a extrait quasiment le maximum de cette voiture. Voilà, plus que 21 grands prix. Fernando, courage. Ouais, je vois pas ce qu'on peut dire de plus. La voiture est vraiment mal née. Honnêtement, c'est vraiment pas réjouissant, parce que certes, pour eux, c'est Focus 2026 à fond avec Newey et tout ça, mais je veux dire, toutes les équipes ont progressé pendant l'hiver, quoi. Même alors que ça savait toutes que c'était 2026 qu'il fallait viser. Mais toutes les équipes ont bossé. Même As, je veux dire, même eux les premiers, on aurait compris qu'avec leur budget un peu limité, qui sortent une voiture 2025 qui soit très 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 étroitement débride à 2024, c'est le cas. Mais au niveau aéro, tout le monde a bossé. Chez Aston, certes ça a bossé, parce que sinon la voiture serait bonne dernière, mais ça a bossé pas terrible, quoi. Et après, je comprends, s'ils mettent tout le paquet chez 2026, vraiment tout le paquet, moi ça peut se comprendre, mais à condition de performer. Oui, non, parce que de toute façon, ils l'avaient pas avant le 1er janvier, enfin le 2 janvier, le règlement, et ils attendaient de façon au maximum que Newey arrive pour pouvoir lui allouer le maximum de ressources possibles. Donc ils ont forcément bossé sur la voiture 2025. Et en plus, Williams, par exemple, Williams a la même stratégie et ça fonctionne beaucoup mieux de leur côté. Exactement, voilà. Après, le problème, c'est qu'on a eu Dan Fallows qui s'est fait virer, on est toujours en phase de transition, donc ça aide pas. C'est ça. Exactement, un peu compliqué. Cardilli n'arrivera pas tout de suite. La transition, une nouvelle usine sous Fleury, donc voilà, je pense que à court terme, c'est déprimant pour Aston. À moyen terme, sur le papier, mais on sait que du papier à la piste, il y a un monde. En tout cas, sur le papier, ils ont tout ce qu'il faut. Oui. Il y a beaucoup à digérer, oui, c'est clair. Sur le papier, je les vois quand même revenir top 4 constructeurs l'an prochain avec ce qu'ils ont. Oula. Ouais. Oui, allez, je lance des paris. Je mets pas 20 balles dessus. Parce que si je mets 20 balles sur chaque connerie que je dis, allez, un billet violet. Il faut lier ça au fait que Verstappen arrive chez Aston. Ah oui, bien sûr. C'est oui. Deuxième pari qui sont un peu liés, ouais. Non, mais parce que ça, pour moi, c'est déjà acquis. Mais... top 8 sans Max, top 4 avec Max. Allez, voilà, ça, je peux bien t'accorder. Non, ce sera tellement, je pense que ce sera pas serré l'an prochain. Du coup, je pense qu'ils sont top 5 sans Max et top 3 Moi, je les vois pas trop mal en 2029. Mais bon. J'extrapole un peu. Même Verstappen sera vieux à ce moment-là. Une bouteille de Macallan propose Contexte Dani. Moi j'aime bien la bouteille de Macallan, mais je crois que ça coûte cher en plus. Je vais peut-être pas parier ça. Si t'es sûr, Manu, vas-y. Hein. Non, je suis pas certain. Et puis bon, on fait pas la promotion de l'alcool à l'écran. C'est important. Déjà, faut savoir ce que c'est que le Macallan. C'est un très bon whisky. Ah bah voilà, il fallait pas dire. Mais c'est une affaire de 10 000 euros, Manu. Hop. À boire avec modération. T'as 10 000 euros d'amende. Ouais, non, c'est bon, j'ai apporté la précision nécessaire. Et puis j'ai pas dit que c'était un putain de bon whisky. Là maintenant, je peux mettre 10 000 euros d'amende. À consommer avec modération, évidemment. Évidemment, ça est de manière très sérieuse. C'est vous qui voyez. Non. Sauf si on balance les écossais que tu vas faire pipi là. Aston meilleur que Red Bull l'année prochaine, nous dit Mathieu J85. Ce serait... Ouais. Moi j'y crois parce que je pense que le moteur Honda sera vraiment largement meilleur que le moteur Ford. Hein. Et pour moi, il y a un... Comment dire ? Alors je vais peut-être être... Encore une fois, je ne fais pas de parler dessus, mais il y a un monde où Red Bull et Racing Bulls sont 9 et 10 au classement l'an prochain. Parce que ça va être très dépendant des moteurs et je pense que le moteur oui, le moteur Red Bull Ford à mon avis ça va être quelque chose d'assez grave. Je pense que là Verstappen il se monte un programme en 24 heures du Mans vite fait à mon avis si c'est ça. Quand on voit du coup je sais pas avec qui s'il reste chez Red Bull, mais bon. Après c'est pareil, s'il va chez Aston Martin, il faut pas y aller au WEC parce que pour l'instant c'est pas terrible non plus donc voilà, non mais c'est vrai que c'est compliqué pour Aston cette année pour en revenir au sujet et je pense que la saison va être un peu longue pour eux. Mais oui, je pense qu'ils vont vivre dans l'espoir que ce soit mieux l'an prochain. Tout qu'Alonso a dit que pour l'instant Newey avait pas de grandes idées pour la MR25. Il a dû dire c'est quoi cette merde. Mais attendez, mais qui a conçu cette merde? C'est ça, c'est une manière pour Newey de montrer qu'il est bien meilleur que Dan Fallows et que c'est lui le patron.
Ah oui, 10 et 11 si Cadillac est devant. C'est vrai que j'ai oublié qu'il y a Cadillac dès l'an prochain et qu'ils auront un moteur Ferrari. Donc, effectivement. On va voir Sergio Pérez. Si jamais Verstappen reste, on verra Pérez dans une Cadillac battre Verstappen dans une Red Bull. Combien là-dessus? Non, j'arrête de parler de l'argent, c'est bon, les gars. Faut quand même que je puisse vivre. Paris de miniature, je sais pas, un truc comme ça. Non. Non. Je suis pas fou non plus. Non, mais. Non, parce qu'en fait, là, mes paris consécutifs dépendent du premier pari que je fais, qui est départ de Verstappen. C'est très hypothétique. C'est la pyramide de Ponzi. Je me fais mon propre schéma de Ponzi, c'est un peu risqué. Allez, on va passer à Alpine, puisque de toute façon, on en est aux équipes qui ont du mal. Alors, Alpine, du coup, Pierre Gasly termine 13e, Jack Doohan termine 15e. L'équipe n'a toujours pas ouvert son compteur de points. Globalement, la voiture est pas très rapide et par contre, elle est assez rapide en ligne droite pour aller se défoncer au bout d'un mur, hein, manifestement. C'est vrai que le pauvre Doohan s'est mis une boîte phénoménale. Alors, on n'a pas encore eu les données, je crois, de 298. Ouais, on a eu la vitesse, mais on n'a pas eu les G. Mais je pense qu'il a pris, à mon avis, il en a pris 40 à 50. Plus 50, ouais, facile, je pense. Au moins. Et voilà. Ouais, bravo, pour le coup, bravo la FIA pour la sécurité des F1. Oui. Voilà. Qui ne date pas de Metsulayem, je préfère rappeler. Non, mais plus sérieusement, oui, là-dessus, la sécurité fait des progrès. Date plutôt de Matuzalem, plutôt, non? Oh, joli. Non, mais c'est vrai que oui, il faut le saluer parce que je pense que le crash qu'il a avec un choc latéral, comme il a pris à une vitesse quasiment équivalente à 300 km/h, c'est vraiment phénoménal qu'il en sorte finalement avec juste en étant secoué, quoi. Donc, il a été apte à courir le lendemain. Et alors on l'a vu sortir de la voiture avec un boitillement quand même qui était pas, voilà, on sentit que je pense que la course a été longue pour lui. N'empêche qu'il a fini 2 places derrière Pierre Gasly en étant parti beaucoup plus loin. Donc la course de Jack Doohan n'est vraiment pas achetée. Ouais, non, je pense qu'il aura fait un bon dernier Grand Prix en F1. Moi, je pense que c'est pas le dernier, mais j'y reviendrai après. Mais par contre, effectivement, le problème pour lui, c'est que l'erreur vient de lui. Alors, elle vient un petit peu de l'équipe aussi. Là, c'est le débat que je voulais lancer avec vous parce que il a testé dans le simulateur de passer avec le DRS ouvert dans ce premier virage, puisque c'est que ça se passe à fond, et ensuite il freine pour le deuxième. C'est passé dans le simulateur, malheureusement, quand il a tenté au premier virage des EL2, donc sachant qu'il avait laissé sa voiture en EL1, hein, ce qui est très intelligent de la part d'Alpine, d'avoir un pilote débutant et de lui laisser, de lui faire se prendre la voiture par un autre débutant pour les EL1 à Suzuka. Voilà, oui, mais bon, à ce niveau-là, il faut faire un Gasly, quoi, tu vois. Parce que lui, il avait quand même besoin de roulage. Et du coup, forcément, quand il a testé le passage à fond, ça n'allait pas passer. L'arrière a décroché super vite, on l'a vu très clairement. Et il a détruit sa voiture en bout de ligne droite. Donc l'équipe dit que c'est de sa faute. Lui admet qu'il a laissé le DRS ouvert et qu'il pensait que ça passait. Le problème, c'est que l'équipe ne l'a pas prévenu non plus qu'il ne fallait pas le tenter, quoi. Et moi, je trouve qu'il y a une responsabilité de la part de l'équipe. C'est fou que personne lui ait dit. Bah oui, quand même. Bah oui. Le simulateur d'Alpine est vraiment très mauvais, quoi. Donc je sais pas, hein, parce que c'est quand même assez fou de dire que ça passe en simulateur et que ça passe pas en vrai, quoi. Et alors peut-être que ça passe de peu, mais ça passe pas tout de suite, en tout cas. Tu tentes pas ça. Pas dès le premier tour. Pas dès le premier tour lancé, quoi. Je veux bien que le garçon ait de la pression, qu'il doit prouver que ça peut aller vite de son côté. Là, effectivement, c'est une erreur, assez monumentale, quoi. Donc une erreur de jugement. Pour moi, c'est l'erreur d'un pilote qui n'est pas au niveau dans une équipe qui n'est pas au niveau. Mais il a refusé d'en parler quand même de son crash. Hein. Il a été interrogé, il a dit c'est du passé, je mets ça derrière moi. Je pense qu'il a dû se faire bien secouer les puces et lors du crash et après par son management. Ça a quand même 1,5 million hein, quand même grosso modo qui partait à la poubelle. Hein, mine de rien. Je rappelle que le budget c'est 10% du budget de développement, quelque chose comme ça. Hein. C'est ça, donc c'est et ça coûte cher, quoi. Et effectivement, Lord Phoenix pose une question quand même qui est crucial, il n'y a pas des ingés pour superviser les séances au simu, et moi, le fait que personne lui ait dit. Ah non, il a été viré par Briatore. Si, mais c'est pas les mêmes. Hein. C'est pas les mêmes. Briatore l'a viré parce que. Ouais. Alors normalement, les ingés simu, ils communiquent avec les ingés courses. Bah c'est ça en fait. C'est que là, ça montre quand même les défaillances de l'équipe à tous les niveaux pour moi. Alors peut-être que pour les ingés simu, effectivement, passer le virage numéro 1 DRS ouvert, c'est peut-être. Alors après, une chose logique. L'autre question, est-ce qu'il y a un sabotage? Non, non mais la question que je pose, elle est très sérieuse. Est-ce que non mais je pense que parce que finalement, pour moi, le plan initial, le master plan de Fabio Briatore, c'est de mettre Colapinto dans la voiture à Miami, puisque ce sera la 6e course de la saison, et ce sera une course sur le continent américain, donc très très bon pour l'argent, ce qui est quand même le principal objectif de Fabio Briatore.
Je pense que là, ils ont leur alibi, ça y est, Douane a fait une énorme erreur, il a coûté très cher, on va le dégager, même si finalement il n'est pas mauvais et qu'il fait un début de saison largement correct. Mais moi, la question que je me pose, sans dire sabotage, c'est est-ce que il y a des défaillances chez Alpine, ou est-ce que on ne supervise pas volontairement Jack Douane pour le laisser faire des conneries? Parce que finalement, est-ce que, ou en tout cas, sans qu'il le laisse faire des conneries, est-ce que on lui donne les moyens d'ingénierie d'être au niveau? C'est-à-dire que si ça ne communique pas entre les ingénieurs et tout ça, bah forcément derrière il n'a pas les moyens pour avoir la voiture optimisée et un pilotage optimisé. Et ça, je pense que, alors je sais qu'en F1 normalement ça se fait pas, mais le problème c'est qu'en F1 normalement on ne demande pas à un pilote de s'envoyer dans le mur pour que l'autre gagne, donc finalement peut-être que peut-être que Flavio Briatore a une vision très particulière de la Formule 1. Et c'est pas aussi complotiste, Manu. Non, mais je suis pas complotiste. non, je suis pas complotiste. Est-ce que Jack Douane a une équipe aussi soudée et performante que lui, ou est-ce que finalement ça contente tout le monde, à part Douane, qu'il n'ait pas une équipe qui fonctionne très bien? Parce que encore une fois, pour moi, le fait qu'on le fasse passer dans un virage qui est un virage dans lequel il ne sache pas s'il peut passer ou pas avec le DRS ouvert, c'est complètement fou. Quand Ryo Hirakawa, qui découvrait la voiture, n'a pas fait l'erreur, en fait, c'est ça le truc. Je crois que c'était un ancien Premier ministre qui disait il faut toujours privilégier l'hypothèse de la connerie à celle du complot. La connerie est courante et le complot demande un esprit rare. Oui, c'est vrai. C'est très juste, mais la connerie, pour moi, ne vient pas que de Douane. Et vraiment, enfin, ouais, après, c'est peut-être juste qu'il s'en fout de Douane, voilà, mais enfin, dans tous les cas, c'est soit, au pire, c'est dysfonctionnel et de là à froisser une bagnole quand même. Oui, de là à défoncer une voiture, non. Ah, peut-être qu'ils pensaient pas. En fait, non, mais je pense que après, je dis pas qu'ils ont dit volontairement. On va pas lui dire qu'il faut pas. Vas-y, passe à fond. C'est pas ça. C'est pas ce que je dis. Ils vont pas lui dire. Ils vont même pas lui faire prendre de risques. Enfin, Briatore, non, moi, je pense que c'est un défaut opérationnel. Est-ce qu'il a toutes les clés? En fait, ça montre qu'il a peut-être pas toutes les clés pour savoir comment piloter cette voiture. En fait, pour moi, c'est plutôt ça. C'est évidemment, ils vont pas lui dire. Tu vois. Et je pense que là, en fait, c'est l'effet miroir du truc, c'est-à-dire que là, il a tellement pas les clés qu'il savait pas si il pouvait passer comme ça. Mais en fait, ça montre que au niveau opérationnel, ils sont pas au niveau. C'est ce que relevé aussi dans oui, et puis c'est l'arrêt comme c'est Bmax qui le dit dans le chat, c'est l'arrêt de Gasly, c'est 5 secondes. Oui, non, mais il n'y a rien qui va chez Alpine de toute façon. Parce que c'est pareil. Après, Douane, évidemment. Tout ça à cause du moteur, quoi. Enfin, c'est évidemment. Douane, il surpilote aussi là-dessus. Peut-être qu'il n'aurait pas tenté s'il n'était pas sous pression comme ça. Et voilà, il y a aussi évidemment ça. Après, le fait qu'il tente. Gasly part 11e. La stratégie est dégueulasse aussi. Ah ouais, mais il n'y a rien qui va. Hein. La voiture est pas performante, les stratégies sont catastrophiques, les arrêts sont pas bons. Enfin voilà. Après c'est normal, hein, je veux dire. Au bout d'un moment, faut pas oublier qu'ils ont stoppé le département moteur et à Enstone ils ont enlevé 300 personnes. Hein, donc. Briatore c'est vanté d'avoir viré à peu près 200-300 personnes. Ouais. Et sauf de l'équipe, alors que même As est revenu à un effectif record, que Sauber embauche. Enfin, au bout d'un moment, c'est pas parce que les gens veulent pas travailler, c'est juste que c'est plus vous avez de personnes et plus vous avez de meilleurs résultats. Bah c'est ça. Et encore une fois, ça qui joue évidemment, mais c'est quand même un énorme facteur. Et je rappelle toujours que les gens qui critiquaient le moteur Renault parce qu'il lui manquait 20 ou 30 chevaux sur le moteur Mercedes doivent prendre en compte qu'il y avait un tiers de budget et un tiers de force d'opération à Viry par rapport à ce qu'il y a à Brixton chez Mercedes. Donc voilà. Brixworth, pardon. Et le truc, c'est que je pense que là, chez Alpine, ils payent effectivement les coupes budgétaires et les coupes de personnel parce que je pense que l'équipe pour s'entraîner au stand, elle est pas bien coachée. Les stratèges, ils sont pas assez nombreux ou ils ont pas assez de moyens. Et puis voilà. Et y a rien qui fonctionne. Mais alors après, on n'est pas surpris parce que de toute façon, je pense que le but, c'est de baisser la valeur de l'équipe pour la vendre. Mais maintenant, là, c'est vraiment très mauvais. Moi, je remets quand même une grosse faute plutôt sur Douane quand même parce que. Oui, non, mais après, il a quand même passé toute la Libre 1 dans le garage à voir ce que faisait Hirakawa et surtout Gasly à mon avis. Et il a dû bien voir que ça fermait le DRS avant le virage, quoi. Dans tous les cas. Donc. Ouais. C'est vrai que du coup, même là à ce moment-là, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu de communication en mode est-ce que. Là, il a voulu jouer au héros. Ouais, je pense qu'il a voulu aller plus vite. Il a dû se dire que ce serait le moyen de se démarquer, quoi. John Smith, pour ça il s'est démarqué, oui. John Smith dit pourquoi baisser la valeur pour la vendre? Je comprends pas, faut-il mieux vendre cher? Alors le truc c'est que une équipe de F1 ça coûte tellement cher que si tu veux vendre des parts, en fait vu qu'il de toute façon il y a des investisseurs qui arrivent et qui rachètent des parts, eux c'est pas grave si c'est mieux parce que justement ils peuvent vendre plus de parts et voilà quand l'équipe avait un moteur fait maison et un châssis qui fonctionnait bien, elle était évaluée à 3 milliards, 4 milliards et là tu vends pas parce que c'est trop cher. Là maintenant avec une équipe
où ils ont déjà vendu des parts et qui va être un peu moins bonne, mais avec un potentiel de faire mieux parce que on a restructuré, parce que on peut embaucher, parce que voilà, et ben l'achat va être moins cher, donc du coup ça laisse aussi aux investisseurs la possibilité derrière d'investir et tu peux plus facilement vendre des parts dans une équipe quand tu le vends, je sais pas moi, pour 600 ou 700 millions que pour 1 milliard. Donc, et puis après, s'ils ont déjà l'acheteur qui est prévu, c'est-à-dire Oliver Hawks avec Hightech, je pense que voilà, ils savent déjà exactement où ils veulent aller sur le plan financier. Bref, Grand Prix acheté encore pour Alpine. Ouais, en tout cas c'est dur et le problème c'est que Gasly par 11e, hein. Oui, non, sur la perf pure. Après, je pense que ça ira mieux quand même, je pense à Bahreïn où c'était pas mal Silverno, mais il faut se souvenir que c'est Alpine qui a aussi, c'est l'équipe qui a le plus changé son aileron arrière suite au durcissement des directives FIA au dernier Grand Prix, donc ça fait peut-être mal ça aussi. Sur la perf pure, je mets effectivement Alpine plutôt devant Aston, mais pas de beaucoup. Ouais, grâce à Gasly. Ouais, peut-être en qualif, mais pas en course. Ah oui, non, en course, il se foire totalement sur l'opérationnel. Donc, qu'est-ce que tu veux faire de après ça, je dirais, ils arrivent à te sortir la saison 2021 absolument magique en termes d'opérationnel et à tout faire un gros patatras en l'espace de 3 ans, quoi. Donc, au bout d'un moment, je comprends pas, quoi. Une équipe, ça doit progresser, mais ça a toujours été de toute façon l'histoire de cette équipe. Hein. C'est un yo-yo constant. Hein. Maintenir le sommet, on n'a jamais su faire. Hein. Non, parce que de toute façon, il y a des coupes budgétaires, il y a la pression de Renault derrière, et puis maintenant, il y a Briatore qui est là pour faire du cost killing, donc c'est encore pire. Alors, John Smith demande si on veut racheter Alpine, est-ce qu'on peut payer en 2 fois J'imagine que c'est possible, hein. 4 fois PayPal, encore une fois, c'était LM. Non, 4 fois, ça passe pas, c'est trop peu cher. C'est que 2 fois. Ouais, 3 fois, c'est bien. Klarna, 599 millions la première mensualité, et 1 million la deuxième. Notant que Alpine a un pilote de réserve en moins, puisque Ryo Hirakawa est parti chez As. Ah oui, la surprise ce matin. 3 jours après ses essais libres pour Alpine, il est déjà chez As. Je me réveille par hasard à 6h du mat, je vois qu'il y a un communiqué As qui dit « Oh, bon, ok, merci, c'est gentil. Allez, bisous. » Oui, il roulera quand même 4 essais libres chez As. Merci Toyota, donc c'est évidemment la patte Toyota chez As. Et même si d'ailleurs un autre site d'information bien informé a dit qu'il avait claqué la porte d'Alpine. Voilà, sans doute mécontent puisqu'il n'avait roulé qu'en EL1. D'ailleurs, on en profite pour dire que Vesti roulera à la place de Russell à Bahreïn. D'ailleurs, il faut savoir que Mercedes n'a que 2 essais libres à confier puisque Antonelli étant un pilote débutant, il a déjà, étant donné qu'il a déjà fait 2 Grands Prix, donc dans même 3, il a déjà satisfait, Mercedes a déjà satisfait la moitié de ses obligations des jeunes pilotes. Tout à fait. Donc Vesti, ça sera donc à Bahreïn et certainement. Je pense qu'on verra pas mal de pilotes à Bahreïn parce que comme ils ont tous tourné, là pendant l'hiver et qu'il faut faire 4 remplacements comme sur l'année pour la plupart des équipes. Ouais. Bahreïn sera plébiscité pour voir des jeunes pilotes. Vesti qui doit adorer voir Antonelli faire des perfs actuels dans la Mercedes, mais bon, il est moins bon, hein, c'est ça. Oui, voilà, il a accepté, je pense. Hein. Oui. Déjà, je pense qu'il est content d'avoir toujours un rôle de réserviste, alors que l'an dernier, il était en ELMS. C'était quand même pas gagné qu'il reste dans le Giro Mercedes. Et c'est même lui qui a le plus d'heures de pilotage au volant de la W16 virtuellement. Oui. Et oui. Effectivement. Pas virtuellement, et même en piste, en fait, ce qu'il dit, c'est que tu fais la somme piste plus virtuelle, c'est quand même Vesti qui a le plus d'heures de roulage de la W16. Comme quoi. Alors, Lambeau Diablo demande Hirakawa, c'est pas lui qui a fait perdre Toyota au profit de Ferrari au Mans en 2023. Alors, techniquement, oui. Moi, je pense plutôt que c'était Buemi qui avait fait que Toyota pouvait gagner face à Ferrari. Mais après, effectivement, c'était lui qui avait fait l'erreur fatale à Toyota. Mais bon, ça reste un excellent pilote. Depuis, ils ont gagné quelques courses avec lui. Et au demeurant, on a vu qu'il était quand même plutôt très bon en essai libre. Donc, Ah oui, il était dans les chronos de Gasly, donc quand même, c'est pas mal. Quoi. Après, le fait de le revoir rejoindre As, parce qu'il est quand même très lié à Toyota, et que Toyota est un partenaire technique de As, c'était aussi assez logique. Je pense que Briatore, même limite, je pense, à sniffer le coup pendant l'hiver, en disant je l'achète à pas grand chose. Je t'offre le L1 Suzuka contre X millions. Et après, je te revends à Toyota, histoire de reprendre encore X millions derrière, au passage. Du coup, il aurait dû faire ça en Azerbaïdjan. Je serais pas étonné. Pourquoi en Azerbaïdjan ? Parce qu'il aurait acheté à Bakou. Je vais faire la blague sur Methusalem. J'en peux plus.
J'offre ma place dans le chat à qui veut venir me commenter Grand Prix avec ces Putain, deux ou 3 énergumènes. courses seulement. J'en peux Oh la plus. vache. Entre ces théories du complot sur Je vais- sur ça, je peux Mais plus. c'est là. pas une théorie du complot. J'ai pas dit ils l'ont envoyé dans le mur le vendredi matin. J'ai dit je pense qu'il l'accompagne moins bien. Et Je demande Il une faut accompagner dans le mur. Ouais. je demande une extradition, s'il vous plaît. et on va te dire la même chose qu'on va dire à Alonso. Courage, il reste 21 courses. C'est ça. Pourquoi moi? Et on va finir cette émission par un avis de recherche. Est-ce que quelqu'un a vu Sauber ce week-end? Non, en fait, on finit avec Sauber qui a vécu un week-end. Bah, ils s'étaient pas largués. Hein. Non, Non, ils en étaient pas fait, largués, c'était là. évidemment, c'était une blague. Ils étaient même en course. Hein, C'est vrai que quand même malheureusement, dessus. le problème pour Sauber, c'est quand même que je trouve qu'en course, ils marquent un peu le pas et on sent qu'ils sont un peu plus en difficulté que certaines équipes. Et je trouve que là où les. Bon, après, Suzuka, c'est encore différent, mais là, ils finissent quand même 16e et 19e. En fait, là où les autres équipes, il y a des écarts entre les pilotes et du coup, il y en a un qui est quand même près des points et l'autre un peu plus loin. Eux, c'est vraiment très compliqué. Donc. Après, moi, je suis toujours dans l'esprit. Je suis toujours dans l'esprit des essais vers le Bahreïn où je les voyais tellement loin. Oui. Et là, ils se battaient. Bortoleto est quand même dans la roue d'Hülkenberg. Ça, c'est bien. Quand même, une sacrée perf. Il a failli passer en Q2, Hülkenberg. Donc, voilà, moi, je les voyais beaucoup plus loin. Donc, évidemment, ils ont marqué plus de points déjà qu'en 2024, faut pas l'oublier. Donc, c'est moins catastrophique que prévu. Ils auraient sûrement pu faire 16-17 finalement sans le départ raté de Bortoleto qui vraiment cale. Qui partait en dur, Il n'a pas réussi du tout à s'élancer et il se fait totalement engloutir par les trois qui étaient derrière lui sur la grille. Pas trop de regrets de toute façon puisque le rythme n'était pas forcément là pour les points donc. Non. Mais bon, oui, ça reste quand même une monoplace qui c'est quand même très nettement rapprochée des autres par rapport à l'an dernier. Donc ça, c'est quand même plutôt rassurant pour le personnel technique d'Inwil et pour le projet Audi l'année prochaine. Donc c'est surtout ça quand même qui est visé. Et puis moi je note quand même effectivement tu as un Bortoleto qui vraiment est quand même dans les roues de Hülkenberg et puis qui a du caractère aussi puisque si vous l'avez lu aussi il était quand même allé se confronter à Helmut Marko voilà qui l'avait classé comme pilote de catégorie B parce qu'il n'avait pas beaucoup gagné en F2. Le garçon il a vu ça, il est allé discuter avec avec tonton Helmut et tonton Helmut voilà qui a dit bon voilà mes propos étaient un peu déformés blablabla voilà et les gens n'ont pas compris voilà bref. Oui, c'est toujours de la faute des gens qui comprennent pas évidemment. Exactement donc bravo voilà Gabriel pour aller avoir été au front comme on dit voilà et défendre son bout de gras. Et je dis exprès le mot bout de gras parce que c'est vrai que la livrée de Poisson d'avril a fait très peur à Manu. Oh, j'ai eu peur, je me suis dit c'est même ça mais ça. Tu dis gras parce que c'est la ville d'origine de Marco. Oui, Graz. Le bout de Graz. Non mais c'est vrai que alors, leur Poisson d'avril avec une livrée, ils ont fait fort parce que moi j'ai cru que c'était vrai parce qu'ils l'ont fait sur la communication sur plusieurs tweets et sur plusieurs réseaux, en fait sur plusieurs pages du moins. Et je me suis dit putain ils vont vraiment le faire parce qu'en plus la veille ils avaient fait un teaser et tout donc. Et la livrée, pour ceux qui l'ont pas vu, c'était littéralement un bout de viande en fait. Ouais, c'est le bœuf japonais quoi, le bœuf de Kobe ou tout comme ça, genre, oui. Bon. C'était vraiment. Ouais, Manu aurait peut-être trouvé joli. Hein. Ah non, moi j'avais déjà dit que c'était dégueulasse. Hein. Oui, puis en plus, alors j'ai mes limites en mauvais goût quand même, Alex. J'ai mes limites. Autant j'aime bien la steak de l'an dernier, autant depuis, je sais pas. Mais voilà. Non, c'est rare que tu dises que tu aimes les steaks, toi. C'est vrai. Ah, steak de soja. Non mais c'est vrai que voilà donc beau Poisson d'avril à eux c'était bien vu parce que je suis tombé dedans j'ai vraiment cru jusqu'au bout et j'étais rassuré du coup quand j'ai vu que la voiture était toujours verte. Ah le mauvais goût était quand même bien là. Oui non mais j'étais rassuré, j'ai pas dit que j'étais satisfait mais voilà non mais c'est vrai qu'après moi, là où je suis content pour eux c'est que même s'il y a des week-ends compliqués on se dit que le moment où tout va s'aligner sur un week-end et effectivement comme en Australie ça jouera des points donc ça c'est bien, il n'y a aucune équipe qui devrait finir totalement larguée normalement cette année. Donc ça c'est quand même ce qu'on attendait aussi de cette saison 2025. Voilà pour le bilan de ce Grand Prix du Japon. On va quand même faire notre propre bilan, hein, puisque je ressors les pronostics, messieurs. Alors, moi j'avais dit... qu'est-ce que j'avais dit ? Non, je commence par moi, j'avais dit Norris, Piastri, Hamilton. Donc, j'ai deux pilotes pas bien placés à une place d'écart.
Franck avait dit Leclerc, Norris, Hamilton. Donc tu as un seul pilote, mais bien placé. Bien placé, oui. Et Alex avait Norris, Leclerc, Piastri. Tu as 2 pilotes, dont un placé. Donc bravo, tu es le meilleur pronostiqueur de ce Grand Prix du Japon. Même en rigolant, en parlant avec Franck, j'avais dit Verstappen va gagner quand j'ai vu qu'il allait pleuvoir. Oui, et voilà. Ouais, mais ça c'était dit aussi. C'est pas trop officiel. Ouais, avec la pluie, Verstappen, de toute façon, c'est vrai que c'est. Moi, je pensais que s'il avait pleuvé, il allait gagner, mais je pensais pas qu'il allait résister sur le sec. Et effectivement, avant la course, j'avais même pas idée qu'il allait. Je pensais que la Red Bull serait derrière les Ferrari et troisième. Ouais. Et nos pronos pour Bahreïn. Et nos pronos pour Bahreïn. Franck, tu as mis Norris, Hamilton, Piastri. Alex, tu as mis Norris, Piastri, Leclerc. Et moi, j'ai mis Norris, Leclerc, Verstappen. Un peu plus. Verstappen quand même. Ouais, je pense il a parié un peu. Non, ouais, je pense que Piastri va avoir un souci quelconque et qu'il sera 4 ou 5. Et que du coup, on va avoir 3 équipes différentes sur le podium. Effectivement, au Warrior 0, on fait le bilan calmement. On serait même mort chaque instant. Voilà, je pense qu'on peut terminer sur ces belles paroles. Merci à tous de nous avoir suivis. Je crois que Franck est parti avant l'heure. C'est pas encore fini, Franck. Je voulais annoncer quelque chose, juste. J'ai oublié. Non, c'est juste pour vous dire qu'on va faire on a lancé une petite rubrique miniature sur le site, c'est pas pour ceux qui l'ont vu. Exact. Et on va faire des jeux concours un peu plus régulièrement cette année avec des choses à vous faire gagner. Et le miniature que Manu aura perdu en parlant. Le premier lot à vous faire gagner, c'est cette très très jolie miniature d'Oscar Piastri McLaren 2023, donc à Monaco. La livrée triple couronne de chez Spark, voilà, la livrée triple couronne qui est magnifique. Voilà, donc et donc voilà, on fera un petit jeu concours, je pense dans les jours ou semaines à venir, voir effectivement quelle est la mécanique du jeu concours. On va essayer un petit peu de booster nos réseaux sociaux parce que c'est un petit peu là qu'on pêche évidemment. Mais voilà, on va essayer de vous faire des choses un petit peu plus sympathiques cette année avec différents partenariats. Tout à fait. On a Lego qui bosse un peu avec nous, on va avoir Spark maintenant, donc voilà. Et effectivement, c'est l'occasion du coup de vous abonner à Next Gen Auto sur Blue Sky et Twitter si vous y êtes encore. Oui. Et puis X pour les intimes et de nous suivre et de voilà comme ça à la fois vous pourrez avoir toutes les infos sur ce genre de concours et à la fois ça nous aide évidemment à avoir plus de visibilité, ce qui est toujours pas négligeable. Vous pouvez aussi. Et on remercie comme aussi les audiences qu'on a fait ce week-end qui étaient vraiment encore très 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 bonnes. Donc on est très content de voir que le boulot est là et bien suivi. Donc bravo aussi à l'équipe qui suit le rythme aussi. Et puis voilà, parce qu'on sait que vous êtes parmi les plus fidèles des fidèles, donc on sait que vous lisez la plupart de nos articles. Mais voilà, on a encore fait de très très belles audiences, malgré un Grand Prix un peu terne hier, c'est vrai, il y a quand même eu beaucoup de choses à dire, effectivement. Donc merci à vous de lire un petit peu tout, de vous intéresser pas qu'au top team, mais aussi aux autres équipes, et ça nous fait plaisir. Ouais. Et vivement le prochain accrochage Verstappen Norris pour qu'on fasse des grosses audiences. Oui, le prochain sabotage de la Ferrari. On n'est pas passé loin du Verstappen Norris quand même. Faut que le gazon il partait dans l'autre sens. Ouais, bah alors là, c'est vrai que ça aurait fait polémique, mais je pense que ça aurait fait polémique dans du coup, on aurait vu Manu dire du bien de Verstappen sur un clash polémique. Ouais. Oui, ce serait. Mais je serais objectif. Je l'ai toujours été et je le resterai. Alors, je donne la bonne réponse pour le concours, ça sera Hamilton. Vous démerdez. Bravo aussi à ceux qui bossent le dimanche à l'aube, tels des boulangers pâtissiers impliqués, nous dit James Smith. Merci. Et puis effectivement, à l'aube, vendredi, samedi aussi, parce que 4h15, ça piquait. Mais effectivement, c'est pas moi. Ouais. Non, c'était moi. Un peu plus tard, moi. C'était le dernier week-end très matinal avant Las Vegas. Donc on a maintenant des grands prix un peu plus. Pareil. Ah oui, Las Vegas, pardon. Oui. Non, c'est le dernier Grand Prix avant Bahreïn, effectivement, mais le dernier Grand Prix matinal avant la fin de saison, enfin avant novembre. On se retrouve évidemment dès ce week-end pour le Grand Prix de Bahreïn, puisque je vous rappelle qu'on fait un triplé de course, un triple header, avec Japon, Bahreïn, Arabie Saoudite. Donc Bahreïn dès ce week-end sur des horaires bien plus sympathiques pour les gens qui n'aiment pas ce veto, c'est-à-dire moi, puisqu'on va être en milieu d'après-midi, fin d'après-midi, au niveau des horaires de vendredi, samedi et dimanche. Et puis jeudi la journée média comme d'habitude. Jeudi la journée média évidemment à suivre sur Next Gen Auto en intégralité avec les propos de tous les pilotes puisque nous ne faisons pas d'exception. Évidemment il y aura encore de nouveau une émission la semaine prochaine pour débriefer ce Grand Prix de Bahreïn qui sera la 4e manche de la saison. Et puis on pourra voir si nos pronostics ont été un peu plus inspirés aussi. On a de nouveau pas été totalement parfait. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis pour cette émission. Merci à tout le monde. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci à ceux qui participent dans le chat. Merci aux autres évidemment. Bon podcast pour ceux qui écoutent le podcast. Exactement. Et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Au revoir.